Le sergent-chef Avery Collins s'essuya le front du revers de sa main gantée, y traçant une ligne de poussière sombre. Le soleil d'Afghanistan oriental s'acharnait sans pitié sur Fob Ironclad, transformant l'air en une vibration brûlante qui faisait onduler les montagnes au loin. Sous ses gants, la peau de ses paumes était à vif, des cloques sur des cloques, héritées de 3 heures d'affilée à pelleter du sable dans des sacs destinés à renforcer le mur du périmètre est. À chaque pelletée, la charge semblait gagner du poids, et une brûlure sourde lui dévorait les épaules, une fatigue que ni l'entraînement ni la discipline n'avaient vraiment préparé à encaisser. Sur son gilet tactique, l'insigne de la Blackfall Unit, un croissant d'argent transperçant une dague, captait la lumière à chacun de ses mouvements, lançant de brefs éclats à travers le camp. Moins de 200 soldats dans toute l'armée américaine portèrent ce symbole. Il incarnait l'élite absolue de la reconnaissance et de l'action directe au sein du commandement des opérations spéciales. Autrefois, ce badge la remplissait de fierté chaque matin, quand elle s'équipait pour des missions qui n'existeraient jamais sur le papier. Aujourd'hui, il lui pesait comme un lest autour du cou, l'entraînant vers l'ombre et l'humiliation. 2 semaines plus tôt, Avery menait une équipe de 5 à travers les rues enchevêtrées de Ravenport, lors d'une opération de libération d'otages. En quelques microsecondes, elle avait pris des décisions qui avaient sauvé 3 journalistes promis à l'exécution. Les mêmes choix avaient pourtant envoyé le sergent-chef Daniel Morales sur un lit d'hôpital en Allemagne, une balle logée dangereusement près de la colonne vertébrale. Depuis, une commission d'enquête disséquait ses actes, examinant chaque option avec la lucidité cruelle du recul et le confort de la sécurité. À des milliers de kilomètres, dans des bureaux climatisés, on analysait des décisions prises sous le feu comme s'il s'agissait de coups d'échec que l'on peut méditer en buvant un café. « Collins, ces sacs ne vont pas se remplir tout seuls », lança le sergent-chef de première classe Bradley Knox depuis l'ombre du dépôt logistique, les mains impeccablement propres, tandis qu'il supervisait de loin. Depuis 15 jours, Knox avait rendu son mépris pour les opérateurs spéciaux parfaitement limpide. Il semblait savourer chaque occasion de confier à Avery les corvées les plus dégradantes du camp. Service aux latrines, cuisine, et maintenant cette chaîne interminable de sacs de sable, pensée moins pour défendre la base que pour briser une volonté. Avery ne releva pas. Elle enfonça simplement sa pelle plus profondément dans le tas et continua. Lui répondre n'aurait fait qu'aggraver les choses. Elle avait appris depuis longtemps que le silence professionnel était la meilleure arme contre les petits tyrans, que son travail parle pour elle, que la précision et le soin avec lesquels elle empilait ses sacs soient sa seule réponse à son mépris. Autour d'elle, une douzaine de soldats s'affairaient à divers travaux de fortification. La plupart venaient d'arriver, des visages encore juvéniles, à peine sortis de l'instruction avancée, portant ce mélange d'enthousiasme et de terreur propre à une première projection en zone de combat. Quand ils pensaient qu'elle ne regardait pas, leurs yeux s'attardaient sur son badge, et des chuchotements circulaient. Elle attrapait des bribes de conversation, des hypothèses sur ce qu'une opératrice Blackfall avait bien pu faire pour finir à remplir des sacs, des rumeurs sur la mission de Ravenport, parfois complètement à côté de la réalité, parfois dangereusement proche. À la station voisine travaillait le soldat de première classe Ethan Miller, grand échalas de l'Ohio, qui ne devait pas avoir plus de 19 ans. Plus tôt, il avait tenté d'engager la conversation, posant des questions respectueuses sur son insigne et son parcours. Avery avait répondu brièvement, mais sans froideur. Le gamin était de bonne foi, et elle n'allait pas déverser sa frustration sur quelqu'un qui cherchait simplement à être aimable. À présent, ils œuvraient côte à côte dans un silence complice, Ethan jetant parfois un coup d'œil à sa technique pour caler son rythme sur le sien. Un grondement lointain attira l'attention d'Avery avant tout le reste, un son devenu aussi familier que son propre pouls après plusieurs déploiements. Des moteurs lourds, plusieurs camions roulant vite, mais avec maîtrise. Sans rompre son geste, elle jeta un regard vers la porte principale. Des années de vigilance avaient rendu l'évaluation instinctive. Un convoi approchait, plus important que les habituels ravitaillements d'Ironclad. Les haut-parleurs de la base grésillèrent. Attention à tout le personnel. Convoi VIP en approche de la porte principale. Tout le personnel non essentiel
Maintenez vos positions et vos activités. Je répète, convoi VIP en approche. Un léger nœud se forma dans l'estomac d'Avery. VIP pouvait désigner aussi bien une délégation parlementaire qu'un général en tournée d'inspection. Dans tous les cas, cela signifiait des regards, des questions, et c'était exactement ce dont elle n'avait pas besoin. Elle baissa la tête et continua, se raccrochant au rythme presque méditatif. Pelleter, remplir, nouer, empiler. Pelleter, remplir, nouer, empiler. Pelleter le sable, remplir le sac, le nouer, l'ajouter au mur qui montait lentement. Encore, et encore, et encore. Le convoi franchit la grille avec une précision toute militaire. 3 Humvee lourdement blindés encadraient un véhicule de commandement, soulevant derrière eux un nuage de poussière dense. Partout dans le camp, les soldats se figèrent et se mirent au garde-à-vous lorsque les véhicules s'arrêtèrent près du centre de commandement. Avery Collins, elle, continua de travailler, tournant délibérément le dos au convoi, espérant que la visite, quelle qu'elle soit, aurait mieux à faire que de remarquer une opératrice déchue en train de remplir des sacs de sable sous un soleil de plomb. Elle attaquait son 100e sac de la journée quand elle perçut un changement subtil dans la voix de Bradley Knox. Le mépris traînant avait disparu, remplacé par une tension sèche, presque fébrile. « Garde à vous. » Officier présent. Le corps d'Avery se redressa avant même qu'elle n'y pense. Des années de réflexe avaient pris le dessus sur son désir de disparaître. Elle se tourna avec les autres soldats et adopta la position réglementaire, le regard fixé droit devant elle, neutre, discipliné. Le général William Grayson descendit du véhicule de commandement. Le cœur d'Avery manqua un battement. Elle ne l'avait jamais rencontré, mais dans les cercles des opérations spéciales, son nom suffisait. 4 étoiles, 30 années de service couvrant tous les grands conflits depuis Desert Storm. Une figure presque mythique, passée par les forces spéciales avant de devenir le commandant de l'ensemble des opérations spéciales sur le théâtre. Un soldat de soldats réputé pour visiter lui-même les bases avancées et pour une capacité presque inquiétante à lire les situations et les hommes. Le regard du général balaya le camp avec la rigueur méthodique de quelqu'un à qui rien n'échappait. Son visage buriné par le soleil et les décisions lourdes de conséquences resta impassible, tandis qu'il évaluait les fortifications, les soldats, l'état général de préparation de la base. À son épaule se tenait un lieutenant-colonel impeccable, tablette en main, manifestement prêt à dérouler un programme d'inspection et de briefing soigneusement préparé. Avery fixa l'horizon, respirant à peine, priant pour se fondre dans la masse des soldats alignés. Elle n'était rien de plus qu'un uniforme parmi d'autres, une silhouette anonyme faisant son travail. Il n'y avait aucune raison pour qu'un général 4 étoiles s'intéresse à elle. Puis le regard de Grayson s'arrêta, directement sur son gilet, sur son badge. Ses yeux se plissèrent imperceptiblement et Avery sentit une appréhension glacée lui nouer l'estomac lorsqu'elle comprit que sa trajectoire venait de changer. Il se dirigeait vers elle, droit sur elle. Le lieutenant-colonel tenta, avec une discrétion étudiée, de le détourner vers le centre de commandement, indiquant le bâtiment où le commandant de la base devait attendre, présentation prête et diapositive alignée. Grayson l'ignora totalement. Il s'arrêta à moins d'1 mètre d'Avery. Son regard passa lentement de l'insigne de la Blackfall Unit à son visage. De près, il était un peu plus petit qu'elle ne l'avait imaginé, mais il dégageait une intensité qui effaçait toute notion de stature. Ses yeux gris bleutés, durs comme de l'acier chirurgical, semblaient tout voir. Avery le sentit l'évaluer. L'état de son uniforme, la rigidité parfaite de sa posture, la cicatrice encore rosée au-dessus de son sourcil gauche, souvenir de Ravenport. La peau, à vif de ses mains, le mur de sacs empilé derrière elle avec une précision presque obsessive. « Sergent-chef !» Sa voix fendit la chaleur du désert comme une lame. Calme, basse, mais chargée d'une autorité absolue. « Votre nom ?» La gorge d'Avery se serra, mais sa réponse fut nette. L'entraînement prit le pas sur le trac. « Collins, mon général, sergent-chef Avery Collins, Blackfall Unit. » Quelque chose passa dans le regard de Grayson. Une reconnaissance, un calcul. Le silence s'étira. 3 battements de cœur, puis 4. Derrière eux, Knox se tortilla, soudain passionné par l'état de son propre secteur.
J'ai connu la capitaine Rebecca Hale, dit enfin Grayson à voix basse. Les mots frappèrent Avery de plein fouet. Votre chef d'équipe avant Raventport. Rebecca Hale, celle qu'il avait formée personnellement, la meilleure opératrice, la meilleure commandante sous laquelle Avery avait jamais servi. Celle qui était morte lors de la même mission qui avait envoyé Daniel Morales à l'hôpital et relégué Avery à cette corvée humiliante. Celle dont les derniers mots avaient soutenu ses décisions, un témoignage que la commission semblait obstinée à ignorer. La vision d'Avery se troubla un instant. Elle cligna des yeux, se reprit. « Oui, mon général, la capitaine Hale, c'était la meilleure d'entre nous. » Grayson hocha lentement la tête, sans la quitter du regard. « Elle parlait de vous en termes élogieux, sergent-chef. Elle disait que vous étiez la meilleure opératrice qu'elle ait jamais eu l'honneur de former. Des instincts qu'on n'enseigne pas, seulement qu'on reconnaît et qu'on affine. » Il jeta un coup d'œil au sac de sable, puis revint à Avery. « Alors dites-moi, sergent-chef Collins, pour quelle raison exacte êtes-vous en train de remplir des sacs de sable ?» Le général resta immobile, attendant sa réponse avec la patience d'un homme qui avait interrogé des chefs ennemis et débriefé des présidents. La question demeura suspendue entre eux, dans l'air brûlant comme une grenade dégoupillée. L'esprit d'Avery Collins se mit à tourner à toute vitesse, passant en revue des réponses possibles. Aucune ne lui paraissait satisfaisante, aucune vraiment sûre. La vérité était embrouillée, inconfortable, noyée sous des couches de procédures, de formules prudentes et de remises en question rétrospectives. Elle doutait qu'un général, même William Grayson, ait envie d'entendre tout cela, debout, au milieu d'une base avancée écrasée par la chaleur. « Je suis affecté aux tâches de maintenance de la base dans l'attente des conclusions d'une enquête en cours, mon général, » répondit-elle finalement. Sa voix était parfaitement neutre, maîtrisée. Son regard restait fixé droit devant elle, quelque part au-delà de l'épaule de Grayson. C'était la réponse la plus sûre, des faits, rien de plus, ni justification, ni accusation. La mâchoire du général se crispa presque imperceptiblement. Il lança un bref regard en direction du sergent-chef Bradley Knox, qui, soudain, sembla regretter très vivement d'exister sous le soleil afghan. « Une enquête », répéta Grayson, d'un ton plat. Celle concernant l'opération de libération d'otages à Raventport il y a 2 semaines, celle où 3 journalistes américains ont été extraits d'un bastion insurgé, celle où chaque otage est rentré vivant auprès de sa famille. Ce n'était pas une question, mais Avery hocha la tête malgré tout. « Oui, mon général. » Celle où le sergent-chef Daniel Morales a été blessé en protégeant un civil paniqué pendant l'extraction, poursuivit Grayson. Les yeux d'Avery tressaillirent légèrement. Comment pouvait-il connaître ces détails ? La mission était classifiée au plus haut niveau. Celle où vous avez pris la décision tactique d'avancer la brèche de 30 secondes sur la base de renseignements en temps réel indiquant une exécution imminente des otages. Le cœur d'Avery cogna violemment contre sa cage thoracique. Tout ce qu'il disait était exact. L'entendre énoncer ainsi, calmement, par un général 4 étoiles, donnait à la situation un caractère presque irréel. « Mon général… » « Oui, c'est exact. » L'expression de Grayson ne changea pas, mais quelque chose s'adoucit, infime, dans son regard. Et pour cela, pour avoir ramené 3 civils américains et l'intégralité de votre équipe en vie, vous remplissez des sacs de sable pendant que des bureaucrates qui n'ont jamais entendu un coup de feu tiré en colère remettent en cause votre jugement. Ce n'était toujours pas une question. Pourtant, Avery se sentit obligé de répondre, même si chaque fibre de son être rejetait cette défense. « Mon général, l'enquête est une procédure standard lorsqu'il y a des blessés au cours d'une opération. »« Je connais la procédure. » « Sergent-chef, » l'interrompit Grayson. Son ton n'était pas dur. Au contraire, il portait une compréhension lourde, presque lasse, qui serra la gorge d'Avery. « J'ai contribué à rédiger certaines de ces directives, à une époque où je pensais qu'elles seraient appliquées avec bon sens et en tenant compte des réalités du combat. J'étais manifestement trop optimiste. » Le lieutenant-colonel à son côté s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. « Mon général, le colonel Thomas Reynolds, vous attend au centre des opérations pour le briefing. Nous avons déjà 7 minutes de retard sur le planning. » Grayson ne lui accorda même pas un regard. Ses yeux restaient rivés sur Avery,
l'examinant avec une intensité qui lui donnait l'impression que chaque décision de sa carrière était passée au rayon X. « Le colonel Reynolds peut attendre, dit-il sèchement. Pour l'instant, je suis davantage intéressé par la raison pour laquelle l'une de nos meilleures opératrices est gaspillée dans des tâches manuelles. » Knox fit un pas en avant, apparemment convaincu que défendre la chaîne de commandement valait le risque d'attirer l'attention du général. « Mon général, le sergent-chef Collins est affecté à mon détachement sur ordre de... »« Je ne vous parlais pas, sergent, » coupa Grayson. Sa voix se refroidit brutalement, sans jamais monter d'un ton. L'effet fut immédiat. Knox se figea, referma la bouche et recula d'un pas, malgré lui. Grayson ne le regarda toujours pas. « Sergent-chef Collins, vous et moi allons discuter dans un endroit climatisé, à l'abri des oreilles indiscrètes. Ce n'est pas une invitation. » Le pouls d'Avery s'accéléra. Une conversation privée avec un général 4 étoiles pouvait mener n'importe où, et elle n'avait aucun moyen d'anticiper la direction. « Oui, mon général, bien sûr. » Grayson se tourna enfin vers son aide. « Colonel, informez le commandant de la base que je serai en retard d'1 quart d'heure. Le sergent-chef Collins m'accompagne au centre de commandement. » Il lança ensuite un regard à Knox, glacial au point de figer l'air. « Et trouvez-moi qui a donné l'ordre de placer une opératrice de la Blackfall Unit à remplir des sacs de sable. Je veux un nom et une justification écrite sur mon bureau dans l'heure. » Mon général, il me semble que c'était le lieutenant-colonel Mark Henders, l'adjoint exécutif, sur recommandation de la commission d'enquête, commença l'aide. « Alors allez me chercher Henders, » trancha Grayson, « et dites-lui d'apporter le dossier d'enquête, en entier. » Avery sentit naître en elle quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 2 semaines. De l'espoir. Elle l'étouffa aussitôt. L'espoir était dangereux. L'espoir menait à la déception. Elle avait appris cette leçon au fil de 14 jours d'humiliation, de corvées dégradantes et de regards empreints de pitié. Quelles que soient les intentions de Grayson, elle devrait les affronter avec lucidité et la distance professionnelle qu'exigeait sa situation. « Sergent-chef, avec moi, » ordonna William Grayson. Il était déjà en marche vers le centre de commandement avec l'assurance tranquille d'un homme qui n'a jamais eu à répéter un ordre. Avery Collins se glissa dans son sillage. Elle sentait sur elle les regards, tous les regards, comme une pression physique. Ethan Miller la dévisageait, les yeux ronds, incrédules. Bradley Knox, lui, avait la couleur de quelqu'un qui venait d'avaler un poison. Quant aux autres soldats affectés au sac de sable, ils avaient cessé de travailler, figés devant la scène. Un général 4 étoiles ne vient pas en personne récupérer un sous-officier pour une conversation privée. Ce genre d'intervention écrasait d'un coup des strates entières de hiérarchie, de protocole, de petites habitudes bien installées. Sans se retourner, Grayson parla en avançant. « La capitaine Rebecca Hale m'a contacté 3 jours avant Ravenport. Vous le saviez ?» Avery eut un léger accroc dans le pas, qu'elle rattrapa aussitôt. « Non, mon général, je l'ignorais. » « Elle voulait mon avis sur un problème tactique, » reprit-il, sans ralentir. « Un cas d'école, en apparence, des otages retenus dans une position fortifiée, peu de renseignements et une horloge qui tourne. » Il marqua une courte pause, comme si l'image lui revenait avec une précision désagréable. « Elle ne m'a jamais dit que c'était réel. Sécurité opérationnelle et tout le reste. Mais je connaissais Rebecca, suffisamment pour comprendre ce qu'elle ne disait pas. » Ils arrivèrent à l'entrée du centre de commandement. 2 sentinelles se raidirent au garde à vous. Grayson rendit leur salut d'un geste distrait, ouvrit la porte et fit signe à Avery de passer devant. La climatisation la frappa de plein fouet, presque violemment, après des heures à passer sous la fournaise. À l'intérieur, la lumière était tamisée, l'air frais, saturé d'un bourdonnement électronique. Des terminaux d'ordinateurs, des radios, des cartes détaillées du secteur couvraient les murs, piquetés d'annotations et de coordonnées. « Salle de conférence 2 » indiqua Grayson en désignant un couloir étroit, la petite, « et je ne veux pas être dérangé. » Son aide hocha la tête et s'éloigna vers le centre des opérations tactiques, là où le colonel devait déjà trépigner. Avery entra dans la salle. Un espace exigu, une table usée, 6 chaises, un tableau blanc couvert de notes logistiques laissées par une réunion précédente. Grayson referma la porte derrière eux et lui fit signe de s'asseoir. Elle obéit, encore sonnée par la vitesse à laquelle tout avait basculé.
20 minutes plus tôt, elle n'était qu'une silhouette anonyme au milieu d'un tas de sable. Maintenant, elle se retrouvait seule, enfermée, face à l'un des hommes les plus puissants du théâtre. Grayson resta debout un moment, mains croisées derrière le dos, le regard perdu comme s'il contemplait quelque chose très loin, au-delà des murs. Quand il parla enfin, sa voix avait changé, plus basse, presque méditative. J'ai dit à Rebecca que, si son scénario théorique était réel, le moment de la brèche dépendrait entièrement de l'évaluation du commandant sur le terrain. Dans une situation fluide, un timing planifié à l'avance devient secondaire. Il se tourna vers Avery, et elle vit dans ses yeux quelque chose qui la surprit. Pas du jugement, pas du doute, une reconnaissance, le regard d'un combattant qui en reconnaît un autre. Sur place, poursuivit Grayson, on a des informations que personne d'autre n'a. Le ton des voix, la façon dont les adversaires bougent, ces micro-signaux impossibles à transmettre par radio ou à glisser dans un rapport de renseignement. Il tira une chaise et s'assit en face d'elle. Ses mains burinées se posèrent donc sur la table. Je lui ai dit aussi que les meilleurs opérateurs font confiance à leur instinct. Ils prennent la décision. Et ils vivent ensuite avec ses conséquences, bonnes ou mauvaises, parce que l'hésitation tue plus sûrement que l'audace. Il la fixa avec une intensité contenue. Alors je vais vous poser une question, sergent-chef Collins, et je veux une réponse honnête, pas une réponse politique, pas une réponse pensée pour traverser une enquête, une réponse d'opératrice à opérateur. La bouche d'Avery se dessécha. Elle hocha la tête, malgré tout. « Oui, mon général. » Grayson se pencha légèrement vers elle, ses yeux gris bleutés plantés dans les siens, implacables. « À Raventport, à l'instant exact où vous avez donné l'ordre d'avancer la brèche, étiez-vous convaincu que c'était la bonne décision ?» La question balaya d'un coup toutes les couches administratives, toutes les précautions de langage, toutes les phrases calibrées qu'elle servait depuis 2 semaines. Elle allait droit au cœur. À ce qu'elle était, comme soldat, comme leader, Avery ne cligna même pas. « Oui, mon général. Absolument. » Grayson s'adossa à sa chaise. Son visage resta illisible tandis qu'il la regardait comme s'il pesait chaque nuance. Le néon au plafond bourdonnait doucement. Au loin, à travers les murs, on entendait la vie de la base, des voix étouffées, des portes, des radios. Avery posa ses mains à plat sur la table, immobile, refusant de céder au moindre tic sous ce regard qui perçait tout. Sa réponse resta suspendue entre eux, simple et nue. « Oui, mon général, absolument. » Grayson la laissa s'installer un instant, puis reprit, d'une voix basse, mais sans appel. « Parlez-moi de ces 30 secondes, pas la version aseptisée pour les enquêteurs, pas le rapport officiel rempli de prudence et de justification tactique. Je veux savoir ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, ce qui vous a fait renverser le déroulé de la mission. » Avery prit une inspiration lente, laissant son esprit revenir à cette nuit suffocante de Raventport 2 semaines plus tôt. Les sensations étaient toujours là, intactes. L'odeur âcre du gasoil, mêlée aux déchets en décomposition et surtout à la peur, qui imprégnait la ruelle étroite où son équipe s'était positionnée avant la brèche. Elle sentait encore le poids familier de son fusil, la légère vibration dans ses mains, celle qui apparaissait toujours dans les dernières secondes avant l'action, et son cœur, cognant contre sa poitrine comme s'il cherchait à s'en échapper. « Nous étions positionnés à l'est du compound, » commença-t-elle. Bâtiment de 3 étages, porte renforcée, très peu d'ouverture. D'après le renseignement, les otages étaient retenus au 2e étage, dans la pièce d'angle nord-ouest. Le plan prévoyait une brèche simultanée à 0230. Obscurité maximale, présence civile minimale dans les rues, alentour. Grayson acquiesça d'un imperceptible mouvement de tête, sans l'interrompre. Son regard ne la quittait pas. À 0228, 2 minutes avant l'heure prévue, j'ai entendu des voix à travers une fenêtre du 2e étage. Des voix tendues, agitées. Une dispute. Les doigts d'Avery se crispèrent légèrement sur la table. Notre interprète, le sergent Samuel Adeyemi, écoutait via l'audio directionnel. Il est devenu livide. Il m'a dit qu'il parlait de déplacer les otages immédiatement. L'un des insurgés était convaincu que les forces américaines les avaient localisés et arrivaient. Il voulait transférer les otages vers un site secondaire de l'autre côté de la ville.
Le souvenir se figea dans son esprit avec une netteté douloureuse. Daniel Morales, à son épaule gauche, la capitaine Rebecca Hale à la radio, en liaison avec l'Overwatch, un troisième membre de l'équipe couvrant leurs arrières, tendu comme un fil prêt à rompre. La nuit était d'un calme irréel, comme si toute la ville retenait son souffle. Rebecca a demandé confirmation, poursuivit Avery. Adeyemi a traduit à nouveau. Ils ordonnaient aux otages de se lever, se préparaient à les déplacer. J'entendais des meubles racler le sol. Quelqu'un pleurait. L'une des journalistes les suppliait de ne pas la bouger. Elle était terrorisée. La mâchoire d'Avery se contracta. Nos informations indiquaient que le site secondaire était un lieu d'exécution connu. Si les otages quittaient ce bâtiment, ils ne reviendraient pas vivants. L'expression de Grayson resta neutre, mais quelque chose passa dans son regard. Peut-être la reconnaissance de ces choix impossibles qu'impose parfois le terrain. J'avais peut-être 10 secondes pour décider, dit Avery d'une voix plus basse. Attendre l'heure prévue et risquer de perdre les otages, ou avancer la brèche avec une équipe entraînée pour un timing parfaitement synchronisé, au risque de compromettre toute l'opération. Elle marqua une pause, puis reprit. Rebecca faisait remonter la demande dans la chaîne de commandement, sollicitant une modification du calendrier. Mais la chaîne comptait 3 niveaux, et ils étaient à plus de 7000 km. Il leur fallait au moins 2 minutes pour décider, autoriser, puis nous retransmettre l'ordre. Elle entendait encore la voix de Hale grésiller dans son casque. Blackfall Actual pour Overwatch demande autorisation immédiate d'ajustement du timing. Terminé. Et la réponse d'un calme presque insultant venu d'un centre d'opération climatisé à l'autre bout du monde. Overwatch reçu, en attente d'autorisation. Maintenez la posture actuelle. Puis j'ai entendu un insurgé chambrer une cartouche, dit Avery doucement, ce bruit précis. Métal contre métal, impossible à confondre. Elle avala sa salive. Et j'ai entendu une des otages. Plus tard, j'ai su que c'était Lauren Whitfield, la correspondante. Elle a crié, pas des mots, juste la peur à l'état brut. Ses mains tremblaient légèrement désormais, mais elle ne chercha pas à les dissimuler. C'était la vérité que Grayson lui avait demandée, brute, sans phare. J'ai regardé Rebecca. Elle était toujours à la radio, toujours en train de demander une autorisation à des gens qui scrutaient des flux satellites et des protocoles, au lieu d'écouter une femme hurler pour sa vie. Et elle m'a regardé à son tour. La voix d'Avery se fit plus grave. Elle n'a rien dit. Elle ne m'a donné aucun ordre. Elle a simplement hoché la tête. Un mouvement à peine perceptible. Une permission. Une marque de confiance. Quoi qu'il arrive ensuite, elle me soutenait. Les doigts de Grayson tapèrent une fois sur la table. Un claquement sec, bref, qui rompit la tension un instant. « Et Morales » demanda-t-il. « Daniel n'a pas hésité » répondit Avery. Malgré tout, un léger sourire effleura ses lèvres. J'ai annoncé le nouveau timing. Brèche immédiate, 15 secondes. Il a vérifié son arme, m'a regardé, et il a dit « Il était temps. Allons chercher les nôtres. » Elle releva les yeux vers Grayson. « C'est ce genre de soldat qu'est Daniel Morales, mon général. Et c'est ce genre d'équipe que Rebecca Hale avait construite. » L'expression du général s'adoucit presque imperceptiblement. « Décrivez-moi la brèche. » Avery ferma brièvement les yeux. Les images revinrent, au ralenti, avec une précision chirurgicale. Lucas Ortega a posé la charge à 0,229, charge parfaite, entrée nette. On est entré vite, procédure standard, nettoyage des pièces, exactement comme à l'entraînement. Le premier étage était clair, résistance minimale, 2 hostiles neutralisés dans la cage d'escalier. Elle inspira profondément. En arrivant au 2e étage, j'entendais déjà le chaos dans la pièce nord-ouest. Il savait qu'on arrivait. Sa respiration s'accéléra légèrement. L'adrénaline remontait même à travers le souvenir. Rebecca Hale était en tête avec elle. Elles ont fait sauter la porte, et la scène derrière le cadre a confirmé exactement ce qu'Avery redoutait. 3 otages, à genoux, ligotés avec des colliers de serrage, les yeux bandés, 4 insurgés. 2 avaient donc déjà leurs armes levées. Et Lauren Whitfield, une arme plaquée contre l'arrière de sa tête, si près qu'on aurait dit que le canon faisait partie d'elle. Le temps se dilata, comme il le faisait toujours dans ces instants-là. Avery accrocha la cible qui menaçait Whitfield. Hale prit celui de gauche. Daniel Morales surgit dans leur dos pour couvrir l'entrée. Les otages hurlaient,
Les insurgés hurlaient, tout n'était plus que bruit, mouvement, panique, un chaos éclaté en 1000 fragments. Avery rouvrit les yeux et soutint le regard de Grayson, sans détour. On a neutralisé les 4 menaces en moins de 3 secondes. Les otages étaient en état de choc, mais indemnes. On a enchaîné sur la procédure d'extraction, coupé les liens, enlevé les bandeaux, vérifié rapidement l'état médical. Et c'est là que tout a basculé. Grayson se pencha, comme s'il devinait la suite. Le 4e hostile ? Oui, mon général, confirma Avery, la voix tendue. Le renseignement parlait de 4 insurgés dans le compound. Ils étaient 5. Elle inspira, le visage fermé. Le 5e était dans la pièce adjacente. Il a entendu la brèche et il a déboulé par une porte communicante pendant qu'on sécurisait les otages. Il a ouvert le feu en rafale, à 5 mètres à la peine. Le bruit de cette arme l'a hanté encore. Le claquement sec des tirs dans un espace clos, les impacts qui éclatent sur le béton, le bois qui vole en éclats, et ce son humide atroce quand une balle trouve la chair. Daniel l'a vu en premier, murmura Avery. Et Lorraine, elle s'était figée, complètement, bloquée par le choc. Elle était pile dans la ligne de tir, immobile, incapable de répondre aux ordres. Elle s'arrêta une fraction de seconde. Daniel n'a pas réfléchi. Il a bougé. Il s'est jeté entre elle et le tireur. Sa gorge se serra. 3 impacts. Épaule, côte, et une balle si proche de la colonne que, d'après les chirurgiens en Allemagne, 1 millimètre de plus l'aurait laissé paralysé. Des larmes menacèrent au coin de ses yeux, mais Avery les repoussa avec une colère sourde, clignant fort. Hale a neutralisé le 5e. Moi, j'ai réussi à remettre Lorraine en mouvement. On a extrait tout le monde, Daniel sur une civière, en sang, mais conscient. Et vous savez ce qu'il faisait ? Il plaisantait. Il s'excusait d'avoir abîmé son uniforme. Un souffle passa dans la pièce. C'est ce genre d'homme qu'on a laissé là-bas, sur ce lit d'hôpital. Grayson resta silencieux un long moment, absorbant chaque mot. Quand il parla enfin, sa voix avait cette profondeur qu'on n'a que lorsqu'on a connu soi-même les mêmes choix impossibles. Et la capitaine Hale, la maîtrise d'Avery, craqua d'un rien. On était à 3 blocs du point d'extraction quand l'IED a frappé notre véhicule. Une charge enterrée, probablement destinée à un autre convoi, mais on a roulé dessus. Rebecca était assise à l'avant. Côté passager, elle inspira, une douleur ancienne traversant son visage. Elle est morte avant qu'on puisse la transférer à un poste médical. Les mots suivants sortirent plus mécaniquement, comme un inventaire qu'elle s'était forcée à réciter trop de fois. Les otages ont survécu sans blessure grave. Daniel a survécu, le reste de l'équipe aussi. Rebecca, non. Elle n'eut pas besoin de le dire. Grayson hocha lentement la tête, le visage grave. Avery sentit la colère monter, brûlante, serrée. La commission d'enquête, ils veulent en savoir pourquoi j'ai avancé la brèche sans autorisation, pourquoi je n'ai pas attendu l'aval du commandement. Ils se demandent si la mort de Rebecca et les blessures de Daniel ne sont pas dues à mon... Elle serra les dents. À mon mépris téméraire des protocoles établis. C'est la formule exacte, mon général, mépris téméraire. La mâchoire de Grayson se durcit nettement. Ils jugent une décision de combat depuis le confort du recul, sans aucun des éléments de contexte, ni la pression que vous aviez dans cet instant-là. Oui, mon général, lâcha Avery avec amertume. Ils ont des transcriptions, des chronologies, des images satellites. Ils voient où chacun était, à quel moment, combien de secondes, quelle distance, quelle probabilité. Sa voix se fit plus rauque. Ce qu'ils ne voient pas, c'est le visage de Lorraine, quand elle a compris qu'elle allait mourir. Ils n'entendent pas la panique dans sa voix. Ils ne sentent pas cette certitude absolue que si on attendait 30 secondes de plus, ces otages seraient morts ou disparus. Grayson se leva d'un coup. Il fit quelques pas jusqu'au tableau blanc, fixa des notes logistiques sans les lire, les épaules raides, comme si l'énergie contenue en lui cherchait une sortie. Puis il se retourna vers Avery. Son expression s'était durcie en quelque chose de tranchant, résolu, décisif. « Sergent-chef Collins, je vais vous poser une dernière question. Et je veux que vous réfléchissiez avant de répondre. » Sa voix portait le poids de décisions qui brisent des carrières ou des vies. Si vous étiez exactement dans la même situation, même renseignement, même timing, même risque, en sachant tout ce qui s'est passé ensuite, la mort de Hale, les blessures de Morales, l'enquête, tout.
Est-ce que vous feriez le même choix ? Avery ne laissa pas passer un battement de cœur. Oui, mon général, à chaque fois. Son regard ne vacilla pas. 3 personnes sont vivantes parce qu'on a bréché quand on l'a fait. C'est tout ce qui compte. Le général William Grayson sourit pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce. Ce n'était pas un sourire aimable, c'était un sourire dur, sans fioriture, le sourire d'un combattant, celui d'un homme qui reconnaît un esprit frère forgé dans les mêmes flammes. Bien, c'est exactement ce que je devais entendre, parce que sergent-chef, je ne suis pas venu à FOB Ironclad pour une inspection de routine. Grayson se leva, se dirigea vers la porte de la salle de conférence et la verrouilla d'un geste sec. Le clic du loquet résonna clairement. Le message était limpide. Ce qui allait suivre n'était pas destiné aux interruptions fortuites ni aux oreilles indiscrètes. Avery se redressa sur sa chaise. La fatigue accumulée par des heures de corvée disparut d'un coup, remplacée par une vigilance aiguë, celle que des années d'opérations spéciales avaient ancrée en elle. Ce que je vais vous dire est classifié au plus haut niveau, commença Grayson. Il sortit un dossier mince de l'intérieur de sa veste et le posa sur la table entre eux. Sa main resta un instant dessus, comme s'il pesait encore sa décision. En temps normal, un opérateur faisant l'objet d'une enquête n'aurait pas accès à ce type d'informations, mais les circonstances ne sont pas normales, et je n'ai pas bâti 30 ans de carrière en laissant la bureaucratie prendre le pas sur la nécessité tactique. Le pouls d'Avery s'accéléra. Elle voyait la tension dans les épaules du général, la façon dont sa mâchoire se crispait, signe d'un commandant en train d'évaluer des risques, de jauger la confiance, de décider s'il allait miser gros. Il était sur le point de jeter les dés. Et, d'une manière ou d'une autre, elle faisait désormais partie du pari. Il y a 72 heures, reprit Grayson en ouvrant le dossier, nous avons reçu une alerte prioritaire de la Central Intelligence Agency. Il dévoila des images satellites d'un compound isolé, niché dans un relief montagneux abrupt. L'un de leurs opérateurs, Nathan Cross, a été compromis. Il est actuellement détenu par une cellule talibane, à environ 40 km au nord-ouest d'ici, en territoire où nous n'avons pas opéré ouvertement depuis plus d'1 an. Avery se pencha instinctivement vers les images. Son regard entraîné analysait déjà chaque détail. Le site était nettement plus vaste que celui de Raventport, 5 ou 6 bâtiments disposés en grappes défensives, ceinturés de hauts murs, installés sur un terrain surélevé, offrant un avantage naturel considérable. Les axes d'approche étaient peu nombreux, l'exposition maximale et l'extraction un cauchemar, même dans les meilleures conditions. Cross est sous couverture depuis 18 mois, poursuivit Grayson, suivant le périmètre du compound du doigt, très profonde. Il est intégré à un réseau qui nous fournit des renseignements sur le trafic d'armes, des attaques en préparation et la structure de commandement talibane. C'est l'un des actifs les plus précieux que nous ayons sur tout le théâtre. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Avery, déjà en train de projeter des scénarios. « Quelqu'un a parlé », répondit Grayson d'un ton sombre. « Nous traquons encore la fuite, mais il y a 3 jours, le contact de Cross a manqué 2 points de contrôle consécutifs. Hier, nous avons intercepté des communications confirmant que les talibans le détiennent et qu'ils savent exactement qui il est. » Il releva les yeux vers elle. Il l'interroge, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne le brise ou qu'il décide d'en faire un exemple public. Avery étudia plus attentivement les clichés. Quelle est la fenêtre d'extraction ? Grayson n'hésita pas. C'est là tout le problème. Nos interceptions indiquent qu'il prévoit de le déplacer dans les 48 heures. Peut-être vers le Pakistan, peut-être vers une installation plus sûre, plus profondément dans les montagnes, ou peut-être qu'ils choisiront de l'exécuter devant une caméra pour leur propagande. Il marqua une pause lourde. Une fois déplacé, on le perd. La fenêtre se referme rapidement. Avery releva le regard. « Et Blackfall avait une équipe prête », dit-elle doucement, comprenant déjà où tout cela menait. L'expression de Grayson s'assombrit. Avait. Blackfall Team Echo était prépositionné en Allemagne, entièrement briefé, équipé pour ce type précis d'opération. Ils auraient dû être en vol il y a 12 heures. Il serra brièvement les lèvres. Leur appareil d'insertion a subi des défaillances mécaniques catastrophiques lors des vérifications pré-vol. Plusieurs systèmes redondants ont lâché en même temps. Le genre de panne quasi impossible,
mais qui cloue un appareil au sol quand elle survient. Combien de temps pour un remplacement ? Demanda Avery, même si elle pressentait la réponse. 72 heures, au minimum, répondit Grayson. Ils tirent toutes les ficelles possibles, appellent des faveurs, mais la réalité est simple. Des appareils spécialisés, avec la furtivité et l'autonomie nécessaires, ne sont pas disponibles à la demande. Quand Blackfall Team Echo arrivera, Cross sera soit hors de portée, soit mort. Les pièces s'assemblèrent dans l'esprit d'Avery, dessinant une image qui lui coupa légèrement le souffle. « Mon général, vous ne pouvez pas être en train de suggérer... »« Je ne suggère encore rien, » la coupa Grayson, mais son regard, lui, disait exactement le contraire. « Je vous expose un problème tactique, sergent-chef, » dit Grayson. « Nous avons un atout qui, d'ici 48 heures, sera soit mort, soit hors de portée. Nous avons une équipe spécialisée qui n'arrivera pas à temps. Et nous avons une base avancée remplie de soldats compétents, mais non formés pour ce type d'opération. Et pourtant, ce sont les seuls dont nous disposions dans ce laps de temps. » Avery fixa les images satellites. Son esprit s'était déjà emballé. Évaluation de profil, courbe d'apprentissage, disponibilité du matériel, axe d'approche, procédure d'extraction. Les calculs s'enchaînaient sans qu'elle y pense vraiment. C'était une idée folle. Les équipes de la Blackfall Unit s'entraînaient pendant des mois, parfois des années, pour mener ce genre de mission avec précision et un minimum de pertes. Constituer une équipe improvisée à partir d'infanterie régulière et de personnel de soutien, leur accorder moins de 2 jours de préparation, puis les envoyer en territoire hostile contre une cible endurcie, c'était au mieux une hérésie tactique, au pire une condamnation à mort. « Mon général, avec tout le respect que je vous dois, » commença Avery avec prudence, « ce que vous décrivez nécessiterait de sélectionner et de former une équipe en 36 heures environ, pour une opération que Blackfall planifierait sur plusieurs semaines. Les facteurs de risque sont énormes, la probabilité de perte est élevée, les chances d'échec sont... » « Je sais, » la coupa Grayson calmement. « J'ai fait les calculs, j'ai consulté mes conseillers tactiques, j'ai exploré toutes les alternatives. » Il se pencha légèrement vers elle. « La doctrine standard des opérations spéciales dit qu'il faut attendre l'équipe adéquate, avec la préparation adéquate. La pensée, par le règlement, dit qu'on annule ou qu'on retarde jusqu'à ce que les conditions soient optimales. » Son regard se durcit. « Mais la pensée, par le règlement, disait aussi que vous auriez dû attendre une autorisation avant de brécher à Ravenport. Et on a vu où ça nous a menés. Le parallèle était évident, délibéré. Avery en sentit tout le poids s'abattre sur ses épaules. Le même choix impossible, à une échelle plus vaste, avec des enjeux encore plus lourds. Suivre la procédure et regarder quelqu'un mourir. Ou agir et tout risquer. Si j'autorise cette opération, poursuivit Grayson, je mise ma carrière sur le fait qu'une opératrice actuellement sous enquête pour violation de protocole est capable de sélectionner et de former une équipe non spécialisée afin d'exécuter une extraction à haut risque en territoire ennemi avec une préparation minimale. Il marqua une pause. Si ça tourne mal, on ne perd pas seulement Nathan Cross, on peut perdre toute une équipe. Je perds mes étoiles. Et vous, vous passez le reste de votre carrière à Leavenworth pour les soldats morts sous votre commandement. » Un silence pesant suivit. « Et si on ne fait rien ?» demanda Avery doucement. « Alors Cross meurt, » répondit Grayson sans détour. 18 mois de travail de renseignement sont compromis. Nous perdons l'un de nos meilleurs atouts sur ce théâtre. Les talibans gagnent une victoire de propagande. Nos réseaux de renseignement dans la région encaissent un coup majeur et les futures sources hésiteront à travailler avec nous parce qu'elles sauront que nous ne sommes pas capables de protéger les nôtres. » La pièce retomba dans le silence, seulement troublée par le bourdonnement des néons et les sons étouffés de la base au dehors. L'esprit d'Avery tournait à plein régime. Monter une équipe à partir de rien. Un calendrier d'entraînement compressé à l'extrême. Des renseignements incomplets sur la cible, un nombre d'ennemis inconnu, un terrain difficile. Une extraction complexe, possiblement sous le feu. Tout, absolument tout, hurlait le danger. Puis elle pensa à Cross, quel qu'il soit, assis dans une cellule, conscient que les siens pourraient ne pas venir. Elle pensa aux 18 mois passés sous couverture, à risquer sa vie chaque jour pour fournir un renseignement qui avait sauvé d'autres vies. Elle pensa à Rebecca Hale,
à ce dernier hochement de tête à Raventport, ce moment de confiance, cette permission silencieuse de prendre la décision difficile. Quels moyens avons-nous réellement à disposition ? Demanda Avery. Elle vit alors l'expression de Grayson changer subtilement. Une lueur d'approbation, presque imperceptible. La reconnaissance qu'elle affrontait le problème, au lieu de s'en détourner. Grayson sortit d'autres documents du dossier. FOB Ironclad compte environ 200 personnels à effectif complet, majoritairement de l'infanterie standard, de la logistique et du soutien. Nous avons un hélicoptère UH-60 Black Hawk avec un équipage qualifié pour des insertions en zone de combat, des armes légères classiques, quelques explosifs, des moyens de communication et de l'équipement tactique. Il leva les yeux vers elle. Rien de spécialisé, rien d'exotique. Ce que nous avons en matériel, nous le payons par un manque d'entraînement et d'expérience pour ce type de mission. Et le soutien aérien ? L'artillerie ? Une force de réaction rapide si tout dérape ? Demanda Avery, même si elle connaissait déjà la réponse. Minimal, admit Grayson. Nous pouvons obtenir un appui aérien en une vingtaine de minutes si c'est absolument nécessaire. Mais la zone cible est politiquement sensible. Une action militaire trop visible pourrait entraîner des complications diplomatiques bien au-dessus de mon niveau de décision. Il croisa les mains. La priorité est que ce soit rapide, silencieux, invisible, entrer et sortir avant que quiconque ne comprenne ce qui s'est passé. Avery hocha lentement la tête. Donc, une équipe de soldats non spécialisés chargée d'exécuter une opération hautement spécialisée en territoire hostile avec un soutien limité et un délai extrêmement serré, résuma-t-elle. Mon général, vous êtes conscient que ce que vous demandez frôle l'impossible, dit Avery. Je sais très bien ce que je vous demande, répondit William Grayson à voix basse. Je vous demande de faire exactement ce que vous avez fait à Raventport, prendre la décision difficile, faire confiance à votre instinct, mener des soldats dans le danger parce que c'est la bonne chose à faire, même lorsque les probabilités sont mauvaises et que le risque est colossal. Avery baissa de nouveau les yeux vers les images satellites. Son regard suivait instinctivement les lignes du compound, les axes d'approche, les positions défensives probables. Dans son esprit, les visages défilèrent déjà. Les soldats qu'elle avait observés au cours des 2 dernières semaines. Le médecin restait parfaitement calme lors d'un exercice de medevac sous pression. La spécialiste transmission, capable de résoudre n'importe quel problème technique. Le jeune tireur, qui ne ratait jamais une cible au stand. La chef d'équipage qui pilotait les hélicoptères comme s'il faisait partie d'elle. Si je fais ça, dit Avery lentement, j'ai besoin d'une autorité opérationnelle totale. Aucune supervision de la commission d'enquête. Aucun second guessing, du commandement. Aucune interférence de Knox, ni de qui que ce soit d'autre. Elle releva les yeux. Je choisis mon équipe. Je planifie l'opération. Je prends les décisions tactiques en temps réel. Si cette mission a la moindre chance de fonctionner, elle doit être menée à ma manière. Grayson hocha la tête sans hésiter. Vous l'aurez. Je donne les ordres immédiatement. Réintégration complète en service actif, suspension de l'enquête jusqu'à la fin de la mission et attribution du commandement opérationnel de ce que nous appellerons Opération Iron Resolve. Il marqua une pause. Vous rendrez compte directement à moi. Et uniquement à moi. Tous les personnels de cette base, quel que soit leur grade, exécuteront vos ordres comme s'ils venaient de ma bouche. Une pierre se forma dans la poitrine d'Avery. « Et si des soldats meurent à cause de mes décisions ?» demanda-t-elle. « Si ça tourne mal, si on perd des gens ?» L'expression de Grayson resta grave, mais inébranlable. « Alors nous vivrons avec, tous les deux, comme vous vivez avec la mort de Rebecca Hale et les blessures de Daniel Morales, comme je vis avec chaque soldat mort en suivant mes ordres depuis 30 ans. » Sa voix s'alourdit. « C'est ça, le pouvoir du commandement, sergent-chef. Personne n'a jamais prétendu que ce serait facile ou juste, mais quelqu'un doit prendre la décision. Et cette fois-ci, ce quelqu'un, c'est vous. » Avery inspira profondément. Elle sentit toute l'ampleur de ce qu'elle acceptait s'abattre sur elle. 36 heures pour constituer une équipe. 36 heures pour planifier une opération qui aurait dû prendre des semaines. 36 heures pour préparer des soldats à quelque chose qui pourrait tous les tuer. Et au bout de ce compte à rebours, une seule tentative pour ramener un atout dont les renseignements avaient sauvé d'innombrables vies.
Elle pensa une dernière fois à Rebecca Hale, à ce dernier hochement de tête, à cette confiance muette. Rebecca avait cru en elle, l'avait formée, lui avait appris à faire les choix impossibles. Si elle avait été là, Avery savait exactement ce qu'elle aurait dit. Arrête de trop réfléchir, tu sais ce qu'il faut faire, alors fais-le. Avery releva la tête, sa mâchoire se durcit. J'aurais besoin d'un accès complet au dossier du personnel, aux inventaires de matériel et à l'ensemble du renseignement sur la cible. J'aurais besoin de l'autorité pour retirer n'importe quel soldat de n'importe quelle affectation. Et tout le monde devra comprendre que, pendant les 36 prochaines heures, ils m'appartiennent entièrement. Grayson sortait déjà sa radio. Vous aurez tout ce qu'il vous faut dans l'heure. Dossier du personnel, briefing de renseignement, accès au matériel, tout. Il leva les yeux vers elle. Je ferai l'annonce à la base, personnellement. Il s'interrompit, puis tendit la main par-dessus la table. Bonne chance, sergent-chef Collins, ramenez les nôtres équignés à la maison. Avery serra sa main avec fermeté, sentant le poids du commandement se poser sur ses épaules comme une armure. Oui, mon général, nous les ramènerons. Lorsque Grayson déverrouilla la porte et sortit pour lancer les préparatifs, Avery resta assise un instant, immobile, fixant l'image satellite du compound qui allait soit racheter sa carrière, soit l'anéantir définitivement. Quelque part, dans cet enchevêtrement de bâtiments, un agent de la CIA nommé Nathan Cross attendait, espérait. Peut-être priait-il même pour que quelqu'un vienne. « Tenez bon », murmura Avery à la photographie. « On arrive. Tenez bon encore un peu. » Puis elle se leva, rajusta son uniforme et sortit à son tour, prête à entreprendre l'impossible. Transformer des soldats ordinaires en une équipe d'extraction d'élite en 36 heures. Le compte à rebours avait commencé. À exactement 4 heures, Avery Collins se tenait dans le hangar Delta, une structure cavernicole remplie d'équipements de maintenance, de palettes de ravitaillement et, à cet instant précis, de tout son avenir. Les projecteurs du plafond projetaient des ombres dures sur le béton, et le froid de l'aube rendait sa respiration visible en petits nuages blanchâtres. Elle venait de passer les 8 dernières heures à éplucher chaque dossier personnel de Fob Ironclad, à observer les soldats dans leurs tâches quotidiennes, à noter leurs compétences, leur tempérament, leur potentiel. Grayson avait tenu parole. Autorité totale. Accès total. Restait maintenant la partie la plus difficile. Convaincre 5 inconnus de lui confier leur vie. Les 5 soldats entrèrent l'un après l'autre, l'air confus, épuisés et clairement sur leur garde. Ils avaient été tirés du sommeil par des ordres secs, se présenter immédiatement au hangar Delta, en tenue tactique complète. Aucune question, aucun retard. Avery les observa attentivement, analysant leur posture, leur regard, leurs réactions. Certains se déplaçaient avec une vigilance instinctive malgré l'heure. D'autres luttaient encore contre la fatigue, mais tous avaient ni fait l'effort d'arriver prêts. Le jeu allait commencer. Les autres entraient encore en se frottant les yeux, mais tous avaient manifestement fait l'effort de se présenter correctement. Le premier à arriver fut le caporal James Carter. Sa trousse médicale était déjà passée sur son épaule, alors que personne ne lui avait demandé de la porter. Avery l'avait observé 3 jours plus tôt, lors d'un exercice, quand un soldat avait fait une réaction allergique sévère après une piqûre d'abeille. Là où certains avaient paniqué ou s'étaient figés, Carter avait sorti un auto-injecteur d'épinéphrine sans la moindre hésitation, surveillé les constantes, parlé d'une voix calme et rassurante, maintenant le blessé conscient, jusqu'à l'arrivée de l'évacuation médicale. 26 ans, originaire de Détroit, 3 déploiements à son actif et une réputation solide, imperturbable sous pression. La spécialiste Anna Whitmore arriva ensuite. Sa silhouette frêle pouvait tromper ceux qui ne la connaissaient pas, mais sur la base, sa réputation de meilleure spécialiste transmission n'était plus à faire. À seulement 24 ans, elle était déjà titulaire d'un master en ingénierie électrique du MIT et s'était engagée précisément pour les défis techniques qu'offrait le service militaire. Avery avait appris qu'Anna avait, à 2 reprises, identifié et colmaté des failles critiques dans le réseau de communication chiffré de la base, empêchant des fuites de renseignements potentiels. Elle se déplaçait avec une économie de gestes presque chirurgicale, ses yeux sombres analysant déjà le hangar et les autres soldats avec une intensité méthodique.
Le troisième à entrer fut le soldat de première classe Tyler Brooks, et le cœur d'Avery se serra légèrement en voyant sa jeunesse. 22 ans sur le papier, 19 en apparence, un visage encore trop lisse pour inspirer confiance au premier regard. Le genre à se faire contrôler à l'entrée de n'importe quel bar. Mais la veille, Avery avait passé 2 heures à l'observer au stand de tir, et ce qu'elle avait vu l'avait marqué. Brooks plaçait ses tirs dans une cible de la taille d'une pièce à 800 mètres, malgré un vent changeant. Plus important encore, elle l'avait vu aider une jeune recrue en difficulté, corrigeant sa posture avec patience et un encouragement sincère. La compétence comptait, le caractère comptait encore plus. Le quatrième fut le sergent Lucas Ortega, avançant avec l'assurance détendue de quelqu'un parfaitement à l'aise dans sa peau. À 31 ans, il était le plus âgé du groupe. Son visage portait des cicatrices discrètes, souvenirs de mauvaises rencontres et de leçons apprises à la dure. Son dossier indiquait qu'il avait été artificier civil avant de s'engager, travaillant dans les mines d'Ibéing et le bâtiment. Il avait rejoint l'armée à 28 ans avec cette motivation simple, faire sauter des choses pour une meilleure raison que le profit. Ses rapports d'évaluation louaient sa créativité et sa capacité à résoudre des problèmes, notant qu'il considérait les explosifs comme un art, pas seulement comme un outil de destruction. La dernière à entrer fut le sergent-chef Patricia Pat Nolan, et Avery sentit un élan de confiance immédiat. 29 ans. Chef d'équipage et pilote. Plus de 1000 heures de vol en zone de combat. Son dossier regorgeait de citations pour des missions d'évacuation médicale, sous le feu, des insertions et extractions dans des conditions impossibles, et même un atterrissage d'urgence d'un Black Hawk aux commandes défaillantes, si fluide que les passagers n'avaient ni compris la gravité de la situation qu'une fois au sol. Intrépide, compétente, inébranlable, exactement ce qu'il fallait. Les 5 soldats se tenaient maintenant en ligne approximative, leurs expressions oscillant entre curiosité et méfiance. Avery les vit jeter des coups d'œil furtifs à son insigne de la Blackfall Unit, faisant le lien, se demandant ce qu'une opératrice des forces spéciales pouvait bien leur vouloir à 4 heures du matin. « Repos », dit Avery. Sa voix résonna clairement dans l'acoustique du hangar. « Je sais que vous êtes perdu et que vous vous demandez probablement pourquoi vous êtes ici au lieu de dormir. Je vais vous l'expliquer. Et ensuite, je vais vous donner un choix que vous devrez faire tout de suite. » Elle marqua une pause, croisant le regard de chacun. Carter se tenait détendu, mais attentif. Whitmore était déjà focalisé, concentré. Brooks paraissait nerveux, mais résolu. Ortega affichait un air légèrement amusé, curieux de voir où cela menait. Pat Nolan restait neutre, professionnel, attendant les faits avant de juger. « Je m'appelle le sergent-chef Avery Collins, Blackfall Unit, » commença-t-elle. « Il y a 2 semaines, j'ai dirigé une opération de libération d'otages à Ravensport. 3 civils américains ont été sauvés. Un membre de mon équipe a été grièvement blessé. Depuis, je fais l'objet d'une enquête et j'ai été relégué à des tâches subalternes pendant que des bureaucrates tentaient de décider si j'avais pris la bonne décision dans une situation impossible. » Elle vit la reconnaissance passer sur plusieurs visages. Les rumeurs avaient circulé. L'histoire de l'opératrice Blackfall condamnée à remplir des sacs de sable. Hier, le général William Grayson est intervenu personnellement et m'a confié le commandement opérationnel d'une mission urgente et à très haut risque. Elle inspira lentement. Un agent de la CIA, nom de code Nathan Cross, a été compromis. Il est actuellement détenu par des forces talibanes à environ 40 km d'ici. Le renseignement estime qu'il lui reste peut-être 48 heures avant d'être exécuté ou déplacé hors de notre portée. Le silence devint presque palpable. L'équipe spécialisée qui devrait normalement mener cette extraction n'arrivera pas à temps, poursuivit Avery, ce qui signifie que c'est nous qui allons le faire. Personne ne parla. Le silence qui suivit était total. Les yeux de Tyler Brooks s'écarquillèrent. L'air faussement détendu de Lucas Ortega disparut aussitôt, remplacé par une attention vive et tranchante. La mâchoire de James Carter se crispa. Anna Whitmore inclina légèrement la tête, déjà en train d'anticiper les implications tactiques. Pat Nolan, elle, ne laissa rien transparaître, ce qui, d'une certaine façon, la rendait encore plus impressionnante. Soyons parfaitement clairs.
dit Avery. Sa voix était ferme, sans détour. Je vous demande d'exécuter une mission pour laquelle des équipes de la Blackfall Unit s'entraînent pendant des mois. Je vous demande de le faire avec environ 36 heures de préparation au lieu de plusieurs mois. Elle laissa ses mots se poser. Je vous demande d'infiltrer un compound fortifié en territoire hostile, d'extraire un atout de très haute valeur, possiblement blessé ou incapable de se déplacer seul, et de ressortir vivant, potentiellement sous le feu d'un nombre inconnu de combattants ennemis. Elle observa leurs visages, un à un. La probabilité de perte est élevée, poursuivit-elle sans édulcorer la réalité. La marge d'erreur est pratiquement nulle. Si le renseignement est mauvais, si l'ennemi est mieux préparé que prévu, si un équipement lâche, si quelqu'un commet une erreur, des gens peuvent mourir. Elle marqua une pause. Vous pouvez mourir, et je veux que vous en soyez pleinement conscient avant de prendre une décision. Tyler déglutit, sa pomme d'Adam bougeant de façon visible. Les mains de James s'étaient posées presque malgré lui sur sa trousse médicale, ses doigts retrouvant les gestes familiers comme pour se rassurer. Lucas observait Avery avec une intensité nouvelle, la réévaluant entièrement. Anna restait concentrée, déjà en train de faire tourner des probabilités dans sa tête. Pat demeurait parfaitement immobile, la discipline du pilotage transparaissant dans sa capacité à rester calme face à une information critique. « Voilà donc le choix, » reprit Avery. « Je vous ai sélectionné pour des raisons précises, vos compétences, votre sang-froid, votre caractère. Mais ce n'est pas une affectation ordinaire, c'est entièrement volontaire. » Elle inspira lentement. « Si l'un d'entre vous souhaite quitter ce hangar maintenant, vous pouvez le faire, sans aucune conséquence sur votre carrière ou votre réputation. Aucun jugement, aucune question. Vous retournerez à vos fonctions habituelles et vous n'entendrez plus jamais parler de cette mission. » Ses yeux parcoururent le groupe. « Mais si vous restez... » Sa voix changea, plus dure, plus tranchante, chargée d'une certitude absolue. « Si vous choisissez de faire partie de cette équipe, alors pendant les 36 prochaines heures, vous m'appartenez entièrement. » Le silence était total. « Vous vous entraînerez plus dur que vous ne l'avez jamais fait. Vous dépasserez des limites que vous pensiez infranchissables. Vous apprendrez en quelques heures ce qui prend normalement des mois. » Elle se redressa légèrement. « Et à la fin, nous entrerons en territoire ennemi. Nous extrairons notre atout. Et nous rentrerons tous vivants. Tous. Personne ne sera laissé derrière. » Le hangar retomba dans un silence presque irréel. Au loin, la base s'éveillait. Des moteurs démarraient, des générateurs ronronnaient, des voix étouffées lançaient le début d'une nouvelle journée. Mais, dans le hangar Delta, 5 soldats restèrent figés, chacun aux prises avec une décision qui allait les définir. « J'ai besoin de votre réponse maintenant, » dit Avery. « Qui est avec moi ?» Pendant un long moment, personne ne bougea. Avery vit la peur dans les yeux de Tyler, le calcul froid dans le regard d'Anna, le poids de la réflexion sur le visage de James. Son cœur battait à tout rompre. Avait-elle mal évalué la situation ? Demandait-elle trop ? Allaient-ils tous sortir, la laissant seule face à une mission impossible, sans équipe ? Puis, Pat Nolan fit un pas en avant. « J'en suis », dit-elle simplement. Sa voix avait la certitude plate de quelqu'un qui énonce une évidence. « Vous avez besoin de quelqu'un pour vous faire entrer et sortir de l'enfer. Je serai votre pilote. » Lucas Ortega la suivit aussitôt, un léger sourire traversant son visage marqué. « Ça fait trop longtemps que je fais sauter des trucs pour des raisons ennuyeuses. Autant que ça compte. J'en suis. » James Carter s'avança à son tour, la main toujours posée sur sa trousse. « Quelqu'un doit bien empêcher que vous vous fassiez tout tuer. J'en suis. » Anna Whitmore ajusta ses lunettes. Son expression analytique glissa vers quelque chose qui ressemblait presque à de l'enthousiasme. Les défis en communication tactique à eux seuls sont fascinants. Et je n'ai jamais piraté de fréquence talibane. Je suis partante. 4 paires d'yeux se tournèrent donc vers Tyler. Il resta figé, son jeune visage pâle sous la lumière crue du hangar. Avery voyait ses mains trembler légèrement, la peur et le doute écrits sans détour sur ses traits. C'était l'instant décisif, celui qui pouvait le briser, ou le forger. « Je... » commença Tyler, la voix vacillante. Il s'éclaircit la gorge et reprit « J'ai 22 ans. Je n'ai jamais connu de combat réel en dehors de la sécurité de convoi. Je suis probablement la personne la moins qualifiée ici pour ce genre de mission.
C'est vrai, répondit Avery sans dureté. Tu es le moins expérimenté. Elle fit un pas vers lui. Mais tu es aussi le meilleur tireur de toute cette base, et je t'ai vu aider d'autres soldats à progresser avec patience et sincérité. L'expérience, ça s'acquiert. Le talent naturel et l'intégrité, non. Tyler baissa les yeux vers ses bottes. Puis il regarda les 4 autres soldats déjà engagés, puis il releva la tête vers Avery. Avery le voyait lutter contre lui-même. La peur affrontait autre chose, peut-être la fierté, peut-être le sens du devoir, peut-être simplement le besoin d'être à la hauteur du fait d'avoir été choisi. « Ma mère va me tuer », lâcha finalement Tyler Brooks avec un sourire tremblant. Puis il inspira profondément. « Mais, ouais, j'en suis. Allons chercher notre gars. » Quelque chose se desserra dans la poitrine d'Avery, une tension qu'elle n'avait même pas pleinement reconnue jusqu'à ce qu'elle disparaisse. « Parfait, » dit-elle simplement. « Bienvenue dans Opération Iron Resolve. » Elle sortit une carte roulée et la déploya sur une caisse à proximité. L'imagerie satellite du compound apparut clairement, nette, impitoyable. « Rapprochez-vous. On a 36 heures pour devenir quelque chose d'exceptionnel. On commence maintenant. » Les 5 soldats s'avancèrent, formant un cercle serré autour de la carte. Malgré la peur qu'Avery lisait encore dans leurs yeux, leur visage était désormais marqué par une détermination nouvelle. Ils ne se connaissaient pas encore, vraiment. Ils n'avaient pas les années d'entraînement commun, ni l'histoire partagée qui font fonctionner les équipes d'élite comme un seul organisme. Mais ils avaient autre chose. Ils avaient choisi d'être là. Ils avaient choisi de lui faire confiance. Ils avaient choisi de tout risquer pour quelqu'un qu'ils n'avaient jamais rencontré. Première chose à comprendre, dit Avery en traçant le périmètre du compound du doigt, ce n'est pas d'essayer d'être la Blackfall Unit. On ne va pas jouer à être ce que nous ne sommes pas. Elle releva les yeux vers eux. On va être autre chose. On va être le meilleur de FOB Ironclad. Rapide, précis et porté par une confiance qui ne vient que d'un engagement honnête les uns envers les autres. Un silence tendu suivit. Il nous reste exactement 35 heures et 47 minutes avant l'insertion. Il est temps de découvrir de quoi on est vraiment fait. Les 12 premières heures furent d'une brutalité que l'équipe n'aurait jamais imaginée. Avery les poussa à travers des exercices de nettoyage de pièces dans la zone d'entraînement improvisée du hangar, jusqu'à ce que leurs mouvements deviennent réflexes, que leur corps réagisse avant même que leur esprit conscient n'ait le temps d'analyser. Elle avait fait disposer des conteneurs maritimes et des cloisons en bois pour reproduire la configuration du compound, les forçant à négocier des angles serrés, forcer des entrées, sécuriser des pièces, tout en maintenant communication et discipline des secteurs. « Encore !» claqua la voix d'Avery dans le hangar, alors que Tyler hésitait une fraction de seconde avant d'entrer dans une pièce simulée. Cette hésitation te tue. Et elle met toute l'équipe en danger. Elle se tourna aussitôt. « Anna, tu dois couvrir ses arrières, pas analyser le décor. James, ta trousse ballotte. Sécurise-la ou elle va s'accrocher au pire moment. Lucas, bonne position de brèche, mais tu annonces tes mouvements. Pat, excellente couverture. Les autres, alignez-vous sur sa discipline. » Ils recommencèrent. Encore. Et encore. Et encore. Chaque répétition révélait de nouvelles erreurs, des inefficacités, des failles dans leur coordination. Avery ne lâchait rien. Son entraînement Blackfall transparaissait dans sa manière de découper des manœuvres complexes en éléments simples, puis de les reconstruire en séquences fluides. Elle démontrait chaque position elle-même, gestes économes, précis, montrant exactement à quoi bien faire ressemblait. Au bout de 6 heures, ils étaient épuisés, mais indéniablement plus affûtés. L'hésitation de Tyler s'était muée en agressivité contrôlée. Anna se déplaçait comme une ombre, toujours au bon endroit pour soutenir. James avait appris à plaquer sa trousse contre son corps sans perdre sa capacité de tir. Les techniques de brèche de Lucas étaient devenues plus fluides, plus trompeuses. Pat traversait les exercices avec la même maîtrise imperturbable qu'en vol, abordant le combat au sol comme une autre compétence technique à perfectionner. « Pause hydratation », annonça Avery. Ils s'effondrèrent contre les parois du hangar, avalant de grandes gorgées d'eau dans leurs gourdes, tentant de reprendre leur souffle. La sueur trempait leurs uniformes malgré la fraîcheur du matin. Les mains de Tyler tremblaient légèrement,
sous l'effet de la fatigue et de l'adrénaline. Même Lucas, pourtant le plus aguerri, paraissait éprouvé. Avery profita de la pause pour entrer dans le détail du renseignement. Elle étala les photos satellites et les cartes tactiques sur une table pliante. « Le compound est ici », dit-elle en désignant l'amas de bâtiments sur le relief. 5 structures au total. Le renseignement suggère que Nathan Cross est détenu dans ce bâtiment-ci, le plus grand, probablement dans un sous-sol ou une pièce renforcée au rez-de-chaussée. Elle marqua une pause. La rotation de garde est estimée entre 8 et 12 hostiles à tout moment, mais c'est une estimation basée sur une surveillance limitée. Méthode d'insertion ? Demanda Pat, déjà en mode planification de trajectoire. Approche à basse altitude par l'est, expliqua Avery en traçant l'itinéraire. On arrive juste après minuit, visibilité minimale, mais avec un peu de lumière ambiante. Tu nous déposes à environ 1 km de la cible. On progresse à pied, on brèche, on localise Cross, on le sécurise, puis on se replie vers le point d'extraction ici. Elle indiqua une clairière à environ 800 mètres du compound. Tu fais entrer le Black Hawk. On embarque sous le feu, quel qu'il soit, et on dégage immédiatement. Et si le Black Hawk est endommagé ou ne peut pas atteindre le point d'extraction ? Demanda Anna, déjà en train d'identifier les scénarios de défaillance. Avery leva les yeux vers elle. Alors on improvise, mais on ne panique pas. Alors on se plaque au sol et on se bat jusqu'au point d'extraction secondaire, ici, dit Avery en désignant un emplacement alternatif sur la carte. Mais c'est un dernier recours. L'objectif reste simple. Entrée rapide, sortie rapide, engagement minimal. On ne cherche pas à gagner une bataille, on cherche à entrer comme des fantômes, récupérer notre atout et disparaître avant qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe. L'après-midi glissa vers un entraînement intensif aux armes. Malgré sa jeunesse, Tyler Brooks devint rapidement leur instructeur officieux en tir de précision. Il partageait ses techniques avec une patience qui surprit tout le monde. Il travailla avec Lucas Ortega sur les principes du tir longue distance. Ada James Carter a amélioré sa pression sur la détente et donna même à Anna Whitmore quelques astuces pour compenser le recul lié à sa morphologie plus légère. Tout est dans la respiration, expliqua Tyler, la nervosité des premières heures remplacée par une assurance calme dès qu'il parlait de son domaine. Il faut tirer entre 2 battements de cœur dans cette micro-pause naturelle. Ton corps essaie de t'aider, il suffit de le laisser faire. Avery observa cette transformation avec une satisfaction discrète. Elle savait que Tyler avait les compétences techniques. Le voir trouver sa voie, contribuer activement et transmettre son savoir était exactement ce dont l'équipe avait besoin. Chacun devait se sentir utile, chacun devait comprendre que son rôle était indispensable. Pendant ce temps, Lucas passa 2 heures avec Avery à planifier les charges de brèche et les démolitions de contingence. Son expérience transparaissait dans la précision de ses calculs, dans sa façon d'évoquer les sécurités et les redondances avec l'aisance tranquille de quelqu'un qui avait passé des années à faire exploser des choses, proprement, efficacement. La porte principale est renforcée, dit-il en étudiant les photos de renseignement. Mais les charnières en moquant sont montées à l'extérieur. Probablement une installation soviétique ancienne. Je peux les neutraliser avec des charges creuses, plus propres, plus silencieux et plus rapides que de faire sauter la porte elle-même. On brèche en 3 secondes au lieu de 10. Et si les charges ne fonctionnent pas ? Demanda Avery, testant sa préparation. Outils mécaniques en secours, répondit Lucas sans hésiter. Pieds de biche Halligan et masse. Plus lent, plus bruyant, mais fiable. Et si ça échoue, aussi, on a du cordeau détonnant pour le mur adjacent. Plusieurs options, plusieurs chemins vers le succès. À la tombée du soir, ils passèrent au protocole de communication. Anna prit la tête, son expertise technique évidente tandis qu'elle expliquait les fréquences, les méthodes de chiffrement et l'équipement de brouillage portable qu'elle transporterait. « Je peux perturber leur communication dans un rayon de 300 mètres, expliqua-t-elle, ses doigts courant sur l'interface. Mais ce n'est pas sélectif. Nous aussi, on sera en blackout radio, sauf sur notre fréquence chiffrée. Ça veut dire discipline parfaite. On parle uniquement quand c'est nécessaire, transmission brève, et on se fie à nos signaux préétablis. » Elle passa 1 heure à leur faire répéter les gestes jusqu'à ce qu'ils puissent transmettre des informations tactiques complexes sans un mot. Se mettre en place, prêt à brécher,
contact ennemi, tenir la position, avancer, blessé, extraction nécessaire. Chaque signal devait être instantanément reconnaissable, même dans l'obscurité et le chaos. James travailla ensuite avec chaque membre de l'équipe, individuellement, leur enseignant des gestes de médecine de combat qui allaient bien au-delà de leur formation standard. « Je ne peux pas être partout en même temps », expliqua-t-il en montrant à Tyler comment bourrer correctement une plaie. Si quelqu'un est touché, la personne la plus proche doit intervenir immédiatement, jusqu'à ce que j'arrive. Les 60 premières secondes déterminent souvent si quelqu'un vit ou meurt. Il était méthodique, patient, leur apprenant à distinguer un saignement artériel d'un saignement veineux, à poser correctement un garrot, à maintenir une voie aérienne dégagée, à traiter l'état de choc. Ses gestes étaient sûrs et son calme rendait supportables même les scénarios les plus éprouvants. À 22 heures, il s'entraînait depuis 18 heures d'affilée. Chaque membre de l'équipe avançait à bout de force, poussé bien au-delà de son endurance habituelle. Avery mit fin à l'entraînement et leur ordonna de manger puis de dormir 4 heures obligatoires. Les protestations furent là faibles, presque symboliques. Ils obéirent, trop épuisés pour vraiment discuter. Avery, elle, resta éveillée. Elle passa la nuit à examiner les mises à jour du renseignement et à affiner le plan opérationnel. Le général William Grayson passa brièvement, observant depuis l'entrée du hangar sans interrompre quoi que ce soit. Quand Avery le remarqua, il se contenta de hocher une fois la tête. Un geste simple, chargé de soutien et de confiance, plus éloquent que n'importe quel discours. À 2 heures, Avery les réveilla pour la seconde journée d'entraînement. Ils se rassemblèrent avec une réticence visible, leur corps protestant contre ce repos trop court qui les avait laissés plus lourds, plus douloureux encore. Mais Avery remarqua autre chose dans leur regard. Moins de peur, plus de détermination. Ils avaient survécu au premier jour, et ils commençaient à croire qu'ils pouvaient réellement y arriver. Hier, annonça Avery alors qu'ils se regroupèrent dans le hangar, c'était le travail individuel. Aujourd'hui, il s'agit de devenir une équipe. Aujourd'hui, on apprend à se confier nos vies. La seconde journée mit l'accent sur la coordination et la confiance. Avery les soumit à des scénarios où chacun devait dépendre totalement des autres. Exercice de déplacement, les yeux bandés, guidés uniquement par la voix d'un coéquipier. Évacuation de blessés, où il fallait s'en remettre à la force et à l'équilibre d'autrui. Problème tactique complexe, où la réussite exigeait une synchronisation parfaite. Chaque exercice rapprochait un peu plus ces 5 soldats ordinaires de ce qu'ils devaient devenir. Lors d'un exercice, Tyler Brooks se figea alors qu'il devait simuler un tir de couverture pendant que James Carter s'approchait d'un blessé. La peur qui l'avait tourmenté au début refit surface, brutale, se transformant en paralysie au pire moment. Je n'y arrive pas, lâcha Tyler en haletant, abaissant son arme. Et si je me rate? Et si je bloque pour de vrai et que quelqu'un meurt à cause de moi? L'équipe s'arrêta net et se regroupa autour de lui. Avery observa la scène avec attention, prête à intervenir, mais espérant qu'ils trouveraient eux-mêmes le chemin à travers ce moment. Ce fut Pat Nolan qui parla la première. « Tu sais ce que mon instructeur m'a dit quand j'ai commencé à piloter ?» dit-elle calmement. « Il m'a dit que la peur ne te rend pas faible, elle te rend humain. La vraie question, ce n'est pas « est-ce que tu as peur ?» C'est « est-ce que tu agiras quand même ?» Moi aussi j'ai peur, admit James, sa voix étonnamment posée. À chaque exercice, je me demande ce qui se passe si je n'arrive pas à sauver quelqu'un, si mes compétences ne suffisent pas, si je fige au moment critique. On est tous effrayés, ajouta Anna Whitmore, son masque analytique se fissurant légèrement. Ça fait 24 heures que je fais tourner des probabilités dans ma tête. Les chances ne sont pas bonnes, on le sait tous. Lucas Ortega s'approcha de Tyler, le visage grave. « Tu veux un secret, gamin ? Je fais ce genre de boulot depuis plus de 10 ans. Et j'ai encore peur à chaque fois. La peur n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est de la laisser te contrôler. » Avery sentit que c'était le moment. Elle s'assit directement sur le sol en béton et leur fit signe de la rejoindre. Ils formèrent un cercle lâche, laissant tomber la rigidité de l'entraînement pour quelque chose de plus brut, plus humain. Il y a 2 semaines, à Ravenport, j'ai pris une décision qui a sauvé 3 otages, mais qui a coûté la vie à ma chef d'équipe et envoyé mon meilleur ami sur un lit d'hôpital avec une balle à quelques millimètres de la colonne vertébrale,
dit Avery, d'une voix basse mais claire. Le silence était total. Chaque nuit depuis, je rejoue ces 30 secondes dans ma tête. Je me demande si j'aurais pu faire autrement, si j'avais attendu, si j'avais décidé différemment, si j'avais été plus rapide, plus intelligente, meilleure. Peut-être que Rebecca Hale serait encore en vie, peut-être que Daniel Morales ne ferait pas face à des mois de rééducation ou à une réforme médicale. Elle les regarda un à un. Mais voilà ce que j'ai appris. Le poids du commandement, la charge de décision qui affecte la vie des autres, ça ne s'allège jamais. On ne cesse jamais de douter. On ne cesse jamais de revoir les visages de ceux qui ont été blessés à cause de nos choix. Sa voix se raffermit. Et pourtant, on décide quand même, parce que quelqu'un doit le faire, parce que l'alternative, ne rien faire, laisser la peur nous paralyser, abandonner ceux qui comptent sur nous, est pire que n'importe quelle erreur commise en essayant. Tyler écoutait, suspendu à ces mots. « J'ai des cauchemars aussi, Tyler, » dit Avery en le regardant droit dans les yeux. Je me réveille en entendant la voix de Rebecca, en revoyant Daniel se faire toucher, en repassant chaque décision en boucle. Elle inspira profondément. Mais tu sais ce qui m'aide ? Savoir que Lauren Whitfield est rentrée chez elle, auprès de son mari et de ses 2 enfants. Savoir que Michael Reed a pu terminer le projet journalistique sur lequel il travaillait depuis 2 ans. Savoir que Emily Parker a assisté à la remise de diplôme universitaire de sa fille la semaine dernière, parce qu'on les a ramenés vivants. La peur ne disparaît pas, ajouta Pat doucement. Elle devient quelque chose que tu portes avec toi, au lieu de quelque chose qui te contrôle. Elle te rend plus vigilant, plus précis. Elle te rappelle pourquoi ce qu'on fait a de l'importance. Ils restèrent silencieux un instant, chacun digérant la vulnérabilité et l'honnêteté qui venaient d'être partagées. Puis Anna parla avec une détermination nouvelle dans la voix. On n'est pas la Black Fall Unit, on n'est pas des forces spéciales avec des années d'entraînement commun. On est une infirmière de Detroit, une spécialiste transmission, un tireur de l'Ohio, un expert en explosifs et une pilote. Elle releva la tête. On est des soldats ordinaires à qui on a demandé de faire quelque chose d'extraordinaire. Et justement pour ça, on est peut-être mieux placés. On est des frères et des sœurs qui se choisissent, reprit James, qui choisissent de rester ensemble même quand ils ont peur. Qui choisissent de ramener Nathan Cross à la maison parce que c'est juste, pas parce que c'est facile. Demain, on entre en territoire ennemi, dit Lucas, sa voix chargée d'expérience. Peut-être que certains d'entre nous seront blessés, peut-être que tout ne se passera pas comme prévu. Mais on ne s'abandonne jamais. Jamais. Ce n'est pas négociable. Tyler inspira longuement, puis hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-il, la voix plus solide. « D'accord, demain on ramène Cross ensemble. Ou pas du tout. » Avery sentit quelque chose changer dans le hangar, presque palpable. Ils n'étaient plus 5 individus jetés ensemble par les circonstances. Ils devenaient une équipe. « On retourne au travail, » dit-elle en se levant et en tendant la main pour aider Tyler à se relever. « Il nous reste 12 heures pour faire en sorte que tout le monde rentre vivant. » Ils reprirent l'entraînement avec une intensité renouvelée. La vulnérabilité qu'ils avaient partagée s'était transformée en confiance profonde, et cette confiance affûtait chacun de leurs gestes, chaque décision, chaque mouvement. Lorsque le général William Grayson arriva pour le briefing final à 14 heures, ce qu'il vit le surprit autant que cela impressionna Avery. L'équipe se déplaçait désormais avec une synchronisation fluide, presque instinctive. Grayson les observa exécuter une simulation complète de mission. Insertion, progression, brèche, extraction. Les gestes s'enchaînaient sans heurts. Les communications étaient concises, les positions toujours couvertes. Quand l'exercice prit fin, il fit signe à Avery de le suivre à l'écart. « Ce n'est pas la même équipe que celle que j'ai vue hier, » dit-il à voix basse. « Vous avez accompli quelque chose de remarquable, sergent-chef. » Avery secoua légèrement la tête. « Ils l'ont fait eux-mêmes, mon général. Je leur ai donné un cadre. C'est eux qui ont bâti la confiance. » À 18 heures, avec 6 heures restantes avant l'insertion, Avery ordonna au groupe de se reposer, de manger et de préparer leur équipement. Les préparatifs se déroulèrent dans un silence concentré, chacun absorbé par ses pensées, conscient de ce que la nuit à venir pouvait exiger. Quand l'obscurité tomba sur FOB Ironclad, 6 soldats se préparèrent à tenter l'impossible. Ils avaient peur. Ils n'avaient
pas l'entraînement idéal, les probabilités étaient contre eux, mais ils s'étaient choisis les uns les autres, et parfois cela faisait toute la différence. Le battement régulier des rotors du Black Hawk fendait l'air nocturne, un rythme sourd qu'Avery ressentait dans la poitrine comme un second cœur. Assise dans le compartiment arrière, elle observait son équipe effectuer les dernières vérifications d'équipement avec des gestes devenus presque naturels au cours des 36 dernières heures. À l'avant, Pat Nolan avait les mains fermes sur les commandes. Elle volait à peine à 15 mètres du sol, suivant le relief escarpé à l'aide de la vision nocturne et d'un instinct affûté par des milliers d'heures de vol. Les cols montagneux auraient terrifié la plupart des pilotes. Pat, elle, paraissait presque sereine, comme si elle effectuait un vol de routine plutôt qu'une insertion en territoire hostile dans une obscurité totale. La radio tactique grésilla doucement. 5 minutes avant la zone de pesée, annonça Pat d'une voix calme. La météo tient. Aucun contact radar. Insertion optimale. Reçu, répondit Avery. Elle bascula ensuite sur la fréquence équipe. 5 minutes. Vérification finale. Autour d'elle, chacun suivit sa routine. James ajusta une dernière fois sa trousse médicale, ses doigts effleurant chaque élément essentiel. Garrot, pansements hémostatiques, valves thoraciques, matériel de gestion des voies aériennes. Anna vérifia son équipement de communication et son système de brouillage, le visage éclairé par la lueur douce des écrans de diagnostic. Tyler était assis, son fusil posé sur les genoux, respirant lentement et profondément. La technique de méditation qu'Avery lui avait apprise pour canaliser l'anxiété avant le combat. Lucas inspectait ses charges de brèche avec l'attention méticuleuse d'un artiste examinant ses outils. Connexion parfaite, minuterie réglée, redondance vérifiée. L'hélicoptère s'inclina légèrement pour épouser le terrain. Par la porte ouverte, Avery aperçut les montagnes découpées sur un ciel constellé d'étoiles. Quelque part, dans cette obscurité, se trouvait le compound où Nathan Cross attendait, peut-être blessé, presque certainement terrifié, espérant que quelqu'un venait pour lui. Elle pensa aux 18 mois qu'il avait passés sous couverture, au risque quotidien d'être démasqué, aux renseignements qu'il avait fournis et qui avaient sauvé tant de vies. Il ne pouvait pas le laisser mourir seul dans une cellule talibane. 3 minutes, annonça Pat en amorçant la descente vers la zone de pesée. Avery sentit l'assiette de l'appareil changer alors que l'hélicoptère descendait encore, rasant presque le sol. Pat pilotait avec une précision exceptionnelle, effectuant des micro-ajustements constants pour rester invisible au radar et hors du champ visuel. « Écoutez-moi bien », dit Avery sur la fréquence équipe. Sa voix portait ce calme assuré qu'ils avaient appris à suivre. Tout ce pourquoi on s'est entraîné se joue dans l'heure qui vient. On respecte le plan. On se fait confiance. On ramène Cross à la maison. Pas de héros. Pas d'improvisation, sauf en cas de nécessité absolue. On est des professionnels et on exécute une opération professionnelle. Elle croisa le regard de chacun sous l'éclairage rouge tamisé du compartiment. « Et si tout dérape, ajouta-t-elle, souvenez-vous de ce qu'on s'est promis. Personne n'est laissé derrière. On rentre tous ensemble, ou on ne rentre pas du tout. »« Hua » murmura James. Les autres reprirent à l'unisson. Cette affirmation traditionnelle de l'armée n'avait jamais eu autant de poids. « 1 minute, annonça Pat, zone de pesée en vue, vent calme, visibilité minimale, conditions parfaites. » L'hélicoptère ralentit, perdant de la vitesse pour se stabiliser en vol stationnaire. Avery distingua le sol à travers l'ouverture. Terrain rocailleux, broussailles éparses, exactement comme sur les images satellites. Aucun signe d'activité ennemie. Pas de lumière, pas de mouvement. Seulement le silence et la nuit. 30 secondes. Avery se leva. L'équipe se leva avec elle, parfaitement synchronisée. Ils avaient à bas répété cette séquence des dizaines de fois jusqu'à pouvoir l'exécuter sans réfléchir. L'appareil se stabilisa à environ 2 mètres du sol, assez bas pour une descente rapide, assez haut pour éviter un nuage de poussière révélateur. « Feu vert », dit Pat. « Go, go, go ». Avery sauta la première, disparaissant dans l'obscurité avec une efficacité fluide. Ses bottes touchèrent le sol et, instantanément, elle se déplaça pour établir le périmètre de sécurité. L'opération Iron Resolve venait de commencer. Armes en joue. Surveillance. Avery toucha le sol la première. James Carter descendit juste derrière elle, suivi de Tyler Brooks, Anna Whitmore, puis Lucas Ortega.
L'insertion complète prit moins de 15 secondes. L'hélicoptère repartit aussitôt, Pat le faisant remonter et s'éloigner pour se mettre en orbite à distance de sécurité, en attente de l'extraction. Le bruit des rotors s'évanouit rapidement, laissant l'équipe plongée dans un silence presque total, seulement troublé par le souffle du vent glissant sur les rochers. Avery activa sa vision nocturne. Le monde se transforma en nuances de vert. Son équipe était déjà déployée en périmètre défensif, exactement comme répété. 5 secteurs, 5 paires d'yeux, 5 armes prêtes, 5 soldats se mouvant avec la précision coordonnée d'une unité aguerrie par des années et non par 36 heures. « Check comes », murmura Avery. « 2 clairs », répondit James. « 3 clairs », dit Tyler, la voix plus posée qu'Avery ne l'aurait cru. « 4 clairs », confirma Anna. « 5 clairs », conclut Lucas. « Pat, tu copies ?» demanda Avery. « Lima Charlie, équipe au sol », répondit Pat, sa voix nette malgré la distance. « Je suis en orbite à Angels 3, prête pour extraction sur ton signal. Bonne chasse. » Avery consulta son GPS. Le compound se trouvait à 1,2 km au nord-est, exactement là où il devait être. Elle fit signe de progresser. L'équipe se mit en formation de patrouille sans un mot. Avery en tête, Tyler en sécurité arrière, les autres espacés avec justesse, maintenant le soutien mutuel tout en réduisant la vulnérabilité aux armes de zone. Ils se déplacèrent dans l'obscurité comme des ombres, exploitant chaque repli du terrain, évitant les crêtes pour ne pas se détacher sur l'horizon, s'arrêtant fréquemment pour écouter, observer, ressentir. Les 36 heures d'entraînement intensif avaient opéré une transformation complète. Chaque signal de la main était compris instantanément. Chaque mouvement semblait anticipé. Quand Avery leva le poing pour ordonner l'arrêt, les 5 s'immobilisèrent simultanément, se fondant en position défensive sans produire le moindre bruit. 40 minutes plus tard, le compound apparut. Avery fit signe de se mettre à couvert derrière un affleurement rocheux à environ 200 mètres de la cible. À travers la vision nocturne, elle distingua les bâtiments exactement comme sur les images satellites. 5 structures, un mur d'enceinte d'environ 2,50 mètres, des miradors à 2 angles, un portail principal côté sud. Anna. Scan calme, chuchota Avery. Anna activa son équipement. Les capteurs analysèrent le spectre radio environnant. 30 secondes plus tard, elle tapa 2 fois sur l'épaule d'Avery. Communication ennemie Zodekemwasnia détectée. Elle leva 4 doigts, puis désigna plusieurs points du compound. 4 radios actives. Au moins 4 gardes en communication. Probablement plus. « Tyler, qu'est-ce que tu vois ?» murmura Avery dans la radio. Tyler avait déjà l'œil dans son optique. 2 gardes visibles dans la tour nord, un au portail principal, un autre en patrouille sur le mur ouest. Pas de vue sur la cour depuis ici, mais on peut supposer du monde à l'intérieur des bâtiments. Lucas, évaluation de la brèche ? Lucas observa à son tour. Le portail est renforcé, mais les charnières sont externes, comme prévu. Je peux le neutraliser en moins de 5 secondes. Le mur latéral près du plus grand bâtiment a un point faible, construction récente, probablement des réparations. C'est notre brèche de secours si le portail devient inutilisable. James, prêt ? demanda Avery. Prêt, confirma-t-il. Kits en place, matériel trauma accessible, prêt à traiter sous le feu si nécessaire. Avery inspira lentement, repassant le plan une dernière fois. Anna couperait les communications. Approche par l'est, profitant du relief jusqu'à 50 mètres. Lucas ouvrirait le portail, pendant que Tyler couvrirait depuis une position élevée. Entrée dans la cour. Neutralisation des menaces immédiates. Brèche du bâtiment principal. Localisation de Nathan Cross. Sécurisation. Repli vers le point d'extraction à 800 mètres au sud-ouest. Pat viendrait sous le feu, quel qu'il soit, simple sur le papier, d'une complexité extrême en réalité. Rappelez-vous, murmura Avery, la voix calme malgré son cœur affolé. On ne cherche pas à tuer tout le monde. On entre comme des fantômes, on récupère Cross et on disparaît avant qu'ils comprennent ce qui se passe. Vitesse et précision avant puissance de feu. Des questions ? Personne ne parla. Ils connaissaient leur rôle, ils connaissaient les risques, ils connaissaient l'enjeu. Anna, lance le brouillage à mon signal. Avery leva la main. 3, 2, 1, maintenant. Anna activa le dispositif. Quelque part dans le compound, les radios se remplirent brusquement de parasites.
Les gardes talibans venaient de perdre leur communication. L'équipe avait peut-être 30 secondes avant que la confusion ne se transforme en alerte. Et l'alerte en verrouillage total. « On bouge », ordonna Avery. Ils quittèrent leur couvert et s'élancèrent vers la cible. Et ils avancèrent, comme de l'eau, épousant chaque ombre, chaque creux du terrain pour rester invisibles. La distance jusqu'au compound fut parcourue en 90 secondes. Approche silencieuse, indétectable. Tyler se détacha du groupe pour prendre une position d'Overwatch sur une petite hauteur, offrant des lignes de tir dégagées sur la cour intérieure. Lucas se plaça au portail, ses mains sortant déjà les charges creuses destinées à ouvrir la barrière. Avery jeta un coup d'œil à sa montre. 23 secondes depuis le début du brouillage. Dans les miradors, les gardes gesticulaient, visiblement en train de tenter de comprendre pourquoi leur radio ne répondait plus. La patrouille sur le mur ouest s'était arrêtée, hésitante. « Brèche dans 5, » murmura Avery. 4, 3, 2, 1. Les charges de Lucas explosèrent avec des détonations sèches qui déchirèrent la nuit. Les charnières du portail volèrent en éclats dans une gerbe d'étincelles et la lourde structure s'affaissa vers l'intérieur. Avery était déjà en mouvement avant même que l'écho ne se dissipe. Elle franchit la brèche, James et Anna juste derrière elle. La cour plongea instantanément dans le chaos. Des cris, des armes levées à la hâte, des lumières qui s'allumaient dans les bâtiments. Le fusil de Tyler parla depuis l'Overwatch. Un seul tir étouffé. Le garde du Mirador Nord s'effondra. Un second tir. Le deuxième garde suivit. Au portail, un homme commençait à lever son arme quand Anna le coucha de 2 balles en pleine poitrine. L'entraînement prit le dessus sur toute hésitation. « Bâtiment principal maintenant », ordonna Avery, déjà en direction de la plus grande structure, là où le renseignement indiquait que Nathan Cross était détenu. Lucas posa une charge sur la porte. L'explosion souffla l'entrée vers l'intérieur. Ils pénétrèrent en formation parfaite, empilés, nettoyant chaque pièce avec une efficacité brutale. 2 hostiles tombèrent tôt dans le hall avant d'avoir le temps de tirer. Un troisième surgit d'une pièce latérale. James l'abattit d'une doublette contrôlée. « Accès au sous-sol », annonça Anna en repérant une lourde porte renforcée de barres métalliques. « Je m'en charge », dit Lucas, déjà en mouvement. 30 secondes. Des coups de feu éclatèrent à l'extérieur. D'autres gardes sortirent des bâtiments adjacents, réagissant à l'attaque malgré l'absence de communication. Le fusil de Tyler continuait son travail méthodique depuis l'Overwatch. Chaque tir était précis. Chaque tir leur achetait du temps. La charge de Lucas fit sauter la porte du sous-sol. Avery dévala l'escalier, sa lampe tactique perçant l'obscurité. Le sous-sol était étroit, humide, saturé d'odeurs de sang et de déjection humaine. Et là, enchaîné au mur dans un coin, se trouvait l'homme qu'ils étaient venus chercher. Il leva la tête quand la lumière l'atteignit. Son visage était tuméfié, méconnaissable par endroits. Un œil complètement fermé par les coups. Les lèvres éclatées, encore sanguinolentes. Mais son autre œil se fixa sur l'insigne Blackfall, sur la poitrine d'Avery, et quelque chose comme de l'espoir traversa ses traits ravagés. « Cross ?» demanda Avery en s'approchant déjà. « Vous avez mis le temps » râla-t-il en esquissant un sourire qui le fit grimacer de douleur. Je commençais à me dire que j'allais devoir me sauver tout seul. « James, évaluation médicale » ordonna Avery. Le médecin s'agenouilla aussitôt auprès de l'agent. Contusion multiple, côte probablement fracturée, déshydratation. Traces de torture récentes, mais état stable pour le déplacement. On doit sortir maintenant. Lucas sortit une pince coupe-boulon et s'attaqua aux chaînes. En quelques secondes, Cross fut libéré. Il chancela aussitôt et James le rattrapa, soutenant son poids. « Tu peux marcher ?» demanda Avery. « Je peux ramper vers la liberté », souffla Cross. « Marcher, c'est peut-être ambitieux, mais je ferai avec. » Les tirs à l'extérieur s'intensifiaient. La radio grésilla. « Contacts multiples convergeant depuis les bâtiments à l'est », annonça Tyler. « Urgent mais parfaitement maîtrisé. J'en compte au moins 8, peut-être plus. Vous devez bouger maintenant. » Reçu. « Extraction en cours », répondit Avery. Elle changea de fréquence. « Pat, on a le paquet. On arrive au point d'extraction sous le feu. Prépare un décollage immédiat. »« Reçu », répondit Pat sans délai. « Je suis déjà en approche. Extraction dans 3 minutes. » Ils aidèrent Dea Cross à remonter l'escalier, James supportant l'essentiel de son poids. La respiration de l'agent était difficile, sifflante, mais sa volonté était intacte,
Ce qu'ils lui avaient d'abord fait ne l'avait pas brisé. Ils débouchèrent dans la cour et essuyèrent aussitôt des tirs en provenance des bâtiments de l'Est. Les balles claquaient, frappant les murs autour d'eux. Anna riposta, son arme crépitant par rafales courtes et contrôlées. Lucas assura la couverture pendant qu'il se repliait vers la brèche. « Tyler, on sort !» lança Avery dans la radio. « Je vous ai !» répondit-il. « Je déplace le feu sur votre gauche, 3 hostiles à la fenêtre du 2e bâtiment. » Son fusil claqua à plusieurs reprises. Les tirs adverses depuis cette position cessèrent net. Ils franchirent à la brèche et débouchèrent sur le terrain ouvert, au-delà du compound. Derrière eux, le site était désormais en alerte totale. Des éclairs de bouche illuminaient plusieurs positions, alors que les combattants talibans répondaient à l'assaut. Mais l'équipe était déjà en mouvement. James et Lucas soutenaient Cross entre eux. Avery et Anna couvraient la retraite. Ils couraient vers l'extraction. Les tirs de couverture de Tyler continuaient à clouer la poursuite au sol. « Point d'extraction à 200 mètres », annonça Avery. Elle entendait maintenant clairement le Black Hawk, le battement caractéristique des rotors déchirant l'air nocturne. Pat arrivait vite, trop bas, prenant des risques calculés pour réduire au maximum leur temps d'exposition. Des rafales les suivaient, des balles fendant l'air, projetant de la poussière autour de leurs bottes. Avery sentit quelque chose tirer sur sa manche, mais elle ne ralentit pas. Il fallait atteindre l'extraction. Il fallait sortir tout le monde. 100 mètres. Halta Anna, ses jambes brûlant sous le poids de l'équipement. Le Black Hawk surgit alors de l'obscurité comme une apparition vengeresse. Pat le posa en approche de combat avec une précision presque irréelle. La porte s'ouvrit et le mitrailleur latéral arrosa l'arrière, le M240 crachant une couverture dense vers le compound. « Go! 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 Go !» cria Avery. Ils parcoururent les derniers mètres en sprint. James et Lucas hissèrent Nathan Cross à l'intérieur. Anna plongea à leur suite. Tyler arriva en courant depuis sa position d'Overwatch, son fusil encore plaqué contre sa poitrine. Avery couvrit jusqu'à ce qu'il atteigne l'appareil, puis il se hissa à bord. « Tout le monde est à l'intérieur !» cria Avery dans la radio, se jetant à son tour dans la cabine. « Accrochez-vous !» répondit Pat. Le Black Hawk bondit dans les airs, prenant rapidement de l'altitude, tout en virant brutalement à l'écart du compound. Les tirs continuèrent quelques secondes, des impacts sourds résonnant sur le blindage, mais Pat accélérait déjà, mettant de la distance entre eux et la menace. En quelques instants, ils sortirent de la portée efficace. La nuit et l'altitude les engloutirent. Avery s'effondra contre la paroi, la poitrine en feu, les mains tremblantes sous l'effet de l'adrénaline. Elle balaya la cabine du regard, comptant instinctivement. James travaillait déjà sur Cross, posant une perfusion. Anna, les yeux fermés, reprenait son souffle. Lucas rechargeait son arme avec un calme presque irréel. Tyler fixait son fusil, comme s'il était surpris de le tenir encore. Ils étaient tous là. Ils étaient tous vivants. « Comptage », ordonna Avery, ayant besoin de l'entendre. « 1, ok, répondit James. « 2, ok, dit Anna. « 3, ok, ajouta Tyler, la voix encore tremblante mais ferme. « 4, ok, confirma Lucas. « 5, ok, annonça Pat depuis le cockpit, et le paquet est avec nous. Mission accomplie. Retour base. » Quelque chose se brisa dans la poitrine d'Avery, la tension cédant d'un coup, la peur s'évacuant, remplacée par un soulagement écrasant et une fierté farouche. Il l'avait dit fait. Contre toute logique, avec trop peu de temps, trop peu de moyens, et un courage démesuré. Elle regarda Cross. Il la regardait aussi. De son seul œil valide, malgré la douleur, malgré les sévices, il esquissa un vrai sourire. « Merci », murmura-t-il. « Je savais que quelqu'un viendrait. Je ne pensais juste pas que ce serait vous, bande de magnifiques tarés. »« On n'abandonne jamais les nôtres », répondit simplement Avery. Le Black Hawk fendait la nuit en direction de Fob Ironclad, transportant 6 soldats épuisés et un agent de la CIA arraché à la mort. Derrière eux, le compound disparaissait dans l'obscurité. Devant, les lumières de la base perçaient déjà. La maison, la sécurité. Mission accomplie. Ils avaient commencé comme des inconnus réunis par les circonstances. Ils étaient devenus autre chose. Une équipe forgée en 36 heures d'entraînement brutal et une mission impossible, pas Blackfall. Quelque chose de mieux. Quelque chose gagné par le choix, la confiance et la décision de rester ensemble quand tout disait de partir.
Alors que les rotors battaient régulièrement dans la nuit afghane, Avery s'accorda un instant de satisfaction silencieuse. Demain viendraient les débriefings, les rapports, les conséquences. Mais ce soir, tout le monde rentrait. Ce soir, ils avaient gagné. 3 semaines plus tard, le sergent-chef Avery Collins se tenait au garde-à-vous dans le bureau temporaire du général William Grayson, à la base aérienne de Bagram. Le soleil du matin filtrait par les fenêtres, projetant de longues ombres sur le sol impeccablement ciré. À ses côtés, son équipe était alignée avec une précision parfaite. James Carter, Anna Whitmore, Tyler Brooks, Luca Ortega et Pat Nolan, tous en tenue de cérémonie, les décorations brillant sur leur poitrine. Le bureau exigu était rempli bien au-delà de sa capacité normale. Beaucoup avaient trouvé une excuse pour assister à cette cérémonie précise. La nouvelle de ce que cette équipe improbable avait accompli s'était répandue comme une traînée de poudre. Le général Grayson se tenait face à eux, son visage buriné, ne laissant transparaître aucune émotion, même si Avery soupçonnait la satisfaction derrière cette façade. Derrière lui, le lieutenant-colonel Hendricks, l'officier exécutif qu'il avait envoyé remplir des sacs de sable, se tenait raide, partagé entre gêne et respect forcé. Sur le bureau de Grayson reposait le rapport de la commission d'enquête. Ses conclusions étaient sans ambiguïté. Les actions du sergent-chef Collins à Ravenport avaient été non seulement justifiées, mais exemplaires, illustrant une prise de décision tactique de haut niveau, capable de sauver des vies et d'accomplir la mission dans des circonstances impossibles. Repos, ordonna Grayson. Ils se détendirent à peine, la solennité du moment maintenant leur posture rigide. Le général prit le rapport, le soupesant un instant, comme s'il mesurait son poids réel face à tout ce qu'il représentait. Il y a 3 semaines, commença le général William Grayson, cette commission d'enquête recommandait que le sergent-chef Avery Collins fasse l'objet de sanctions administratives pour mépris imprudent des procédures établies lors de l'opération de libération d'otages de Ravenport. Sa voix porta dans le bureau bondé, chaque mot posé, maîtrisé. Les conclusions préliminaires estimaient que sa décision de lancer la brèche 30 secondes avant l'horaire prévu, sans autorisation formelle, traduisait un mauvais jugement et un manque de respect envers la chaîne de commandement. Avery garda les yeux fixés droit devant elle, mais elle sentit la tension monter dans la pièce. Tout le monde savait où cela menait. La forme devait simplement être respectée. « Hier, » poursuivit Grayson, « j'ai reçu une communication du sergent-chef Daniel Morales. » Le cœur d'Avery fit un bond. Elle n'avait pas parlé à Daniel depuis le lendemain d'opération Iron Resolve, lors d'un appel bref au cours duquel il lui avait ordonné, littéralement, d'arrêter de s'excuser pour ses blessures. Le sergent-chef Morales est actuellement en rééducation au Walter Reed Medical Center. Les médecins s'attendent à un rétablissement complet et à un retour en service actif d'ici 6 mois. Grayson marqua une pause. Rétablissement complet. 6 mois. Ces mots retirèrent un poids immense de la poitrine d'Avery. Le sergent-chef Morales a fourni un témoignage détaillé à la commission d'enquête, reprit Grayson. Je vais en lire un extrait parce que je pense que tout le monde ici doit l'entendre. Il déplia un document et lut. La décision du sergent-chef Collins de lancer la brèche plus tôt à Ravenport n'était pas imprudente, c'était la seule décision tactiquement cohérente au vu de l'évolution rapide de la situation. En tant que membre de son équipe et ami, je lui ai fait entièrement confiance à cet instant. Et je lui fais toujours confiance aujourd'hui. Les blessures que j'ai subies ne sont pas le résultat de son commandement, mais une conséquence naturelle des opérations de combat face à un ennemi hostile. Je servirai de nouveau sous ses ordres sans la moindre hésitation, et je considère comme un honneur d'avoir fait partie de son équipe. Avery cligna des yeux, luttant contre l'humidité qui menaçait de les envahir. Daniel, qui avait encaissé 3 balles et passé des semaines sur un lit d'hôpital, l'avait défendu sans la moindre réserve. La commission d'enquête a examiné le témoignage du sergent-chef Morales, poursuivit Grayson, ainsi que les déclarations de la famille du capitaine Rebecca Hale, des 3 otages secourus et de plusieurs experts tactiques indépendants. Il leva les yeux. Leur conclusion finale, rendue il y a 2 jours, est la suivante. Le sergent-chef Collins a fait preuve d'un leadership exceptionnel, d'un jugement tactique solide
et d'une capacité de décision qui incarne les meilleures traditions des opérations spéciales de l'armée. Toutes les charges et recommandations disciplinaires sont officiellement abandonnées. Un murmure discret parcourut l'assemblée. Le visage du lieutenant-colonel Hendricks vira légèrement au rouge. De honte ou de contrariété, Avery n'aurait su le dire. « Mais, » ajouta Grayson, et la pièce se fit à nouveau silencieuse, « l'opération de Ravensport, aussi pleinement justifiée soit-elle, n'est pas la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. » Il désigna Nathan Cross, qui se tenait près du fond de la salle. Les traces de sa captivité étaient encore visibles, mais il paraissait méconnaissable comparé à l'homme brisé qu'ils avaient extrait 3 semaines plus tôt. « Nous sommes ici à cause d'opération Iron Resolve, une mission d'extraction qui a réussi contre des probabilités écrasantes, grâce aux efforts extraordinaires de 6 soldats qui ont refusé d'accepter que l'impossible le soit réellement. » Grayson s'avança jusqu'à se placer directement devant l'équipe. « Lorsque j'ai autorisé Opération Iron Resolve, j'ai mis ma carrière en jeu sur une hypothèse non éprouvée, que la capacité d'élite ne repose pas uniquement sur des années d'entraînement spécialisé ou des qualifications rares. Elle repose sur le caractère, la détermination et un leadership capable de forger l'excellence à partir de ressources inattendues, dans des délais compressés. » Son regard passa de l'un à l'autre. « Caporal James Carter, vos soins médicaux sous le feu ont sauvé la vie de l'agent Cross et permis à l'équipe de ne subir aucune perte grave malgré un contact ennemi intense. Spécialiste Anna Whitmore, votre expertise en communication et votre adaptabilité technique ont désorganisé la coordination ennemie et fourni un avantage informationnel décisif tout au long de l'opération. Soldat de première classe. Tyler Brooks, votre précision au tir a neutralisé plusieurs menaces et assuré la couverture sans laquelle l'extraction aurait été impossible. Sergent Lucas Ortega, votre travail en démolition a été exemplaire, créant des brèches rapides et propres qui ont permis l'accès et la sortie sous pression. Sergent-chef Pat Nolan, votre pilotage a tenu du miracle, insérant et extrayant l'équipe sous le feu avec une maîtrise qui sauve des vies. Enfin, il se tourna vers Avery. Sergent-chef Avery Collins, vous avez pris 5 soldats sans formation en opération spéciale et en 36 heures, vous avez créé une équipe capable de mener à bien une mission qui met à l'épreuve même nos unités les plus élitistes. Ce n'est pas seulement du leadership, c'est de la transformation. Grayson attrapa une petite boîte posée sur son bureau. Par ordre du secrétaire à la défense et sur recommandation du commandant du Special Operations Command, les décorations suivantes sont attribuées. Il ouvrit la boîte, révélant une rangée de médailles, brillantes sous la lumière. Chaque membre d'Opération Iron Resolve reçoit la Bronze Star avec dispositif de valeur. Le silence qui suivit était chargé d'émotion, de fierté et du poids de ce qu'ils avaient accompli, ensemble. Un à un, le général Grayson fixa les décorations sur leurs uniformes. Quand il arriva devant Avery, il marqua une courte pause avant d'accrocher la médaille. Son regard croisa le sien. « Bon retour, sergent-chef » murmura-t-il pour elle seule. « Vous n'auriez jamais dû partir. » Lorsque la dernière médaille fut en place, Grayson recula d'un pas et sortit un autre document. De plus, sergent-chef Collins, vous êtes officiellement réintégré en service actif complet au sein de la Blackfall Unit. Toutes les restrictions sont levées, toutes les procédures d'enquête sont closes. Votre dossier personnel portera la mention de cette commande ainsi que la gratitude de toutes les personnes dont la vie a été sauvée par vos actions, à Ravensport comme lors de l'opération Iron Resolve. Les mots l'enveloppèrent comme une absolution. Réintégré, blanchi, réhabilité, mais Grayson n'avait pas terminé. En outre, le commandement de la Blackfall Unit a examiné votre méthodologie d'entraînement et les résultats obtenus lors d'opérations Iron Resolve. Il vous demande de développer un nouveau protocole de formation fondé sur votre approche en temps compressé, démontrant que des opérateurs d'élite peuvent émerger de sources non conventionnelles lorsqu'ils sont correctement identifiés et dirigés. Il marqua une pause. Ce protocole portera le nom de méthode Sentinelle et sera intégré à l'entraînement des opérations spéciales dans plusieurs unités. La salle éclata en applaudissements. Avery resta immobile, submergé.
Son pari désespéré se creusait de 36 heures n'était plus perçu comme une anomalie, mais comme une innovation digne d'être reproduite. « Une dernière chose », dit Grayson en levant la main pour rétablir le silence. Les membres de l'opération Iron Resolve se sont vus proposer un transfert vers des unités d'opération spéciales, au vu de leur performance. Il esquissa un léger sourire. Tous ont décliné. Ils ont choisi de rester à leurs affectations actuelles à FOB Ironclad. Cependant, ils ont demandé l'autorisation de continuer à s'entraîner ensemble en tant que force de réaction rapide auxiliaire, disponible pour des missions sensibles nécessitant un déploiement immédiat. Il hocha la tête. « J'ai approuvé cette demande. Félicitations, vous êtes désormais officiellement désigné comme la Sentinel Force, une capacité de réponse rapide placée sous l'autorité directe du commandement des opérations spéciales. » Avery se tourna vers son équipe, stupéfaite. Ils en avaient parlé sans elle. Mais lorsqu'elle croisa leurs regards, elle y vit la même détermination farouche. Ils avaient goûté à quelque chose d'exceptionnel. Découvert des capacités qu'ils ignorèrent posséder. Ils n'étaient pas prêts à redevenir de simples soldats affectés à des tâches routinières. Après la cérémonie, quand la foule se dispersa, l'équipe se retrouva dans un coin plus calme de la base. Nathan Cross les rejoignit, marchant prudemment, mais par ses propres moyens. « Je ne vous ai jamais vraiment remercié, » dit-il d'une voix encore rauque. « Les renseignements que je transportais quand ils m'ont capturé ont déjà permis d'empêcher 2 attaques majeures. Le réseau que j'avais infiltré est en train d'être démantelé. 18 mois de travail ne sont pas morts dans cette cellule, parce que vous êtes venus me chercher. »« C'est ce qu'on fait, » répondit simplement James. « On n'abandonne pas les nôtres. » Cross tendit la main à Avery. « J'ai entendu parler de Ravenport, de l'enquête, de ce que vous traversiez quand Grayson vous a demandé de diriger cette mission. Vous auriez pu dire non, vous protéger, laisser quelqu'un d'autre prendre le risque. » Avery lui serra la main fermement. « Une femme très sage m'a appris que les meilleurs opérateurs font confiance à leur instinct, prennent la décision et vivent avec les conséquences. J'essaie simplement d'être à la hauteur de son exemple. » Plus tard dans l'après-midi, Avery se retrouva à longer le mur est, là même où elle remplissait des sacs de sable 4 semaines plus tôt. La fortification était solide, empilée avec précision, témoin silencieux de ces jours sombres faits de doutes et d'humiliation. Elle effleura l'insigne Blackfall sur son gilet en ressentant le poids différemment désormais. Ce badge ne symbolisait plus seulement l'élite ou la spécialisation. Il rappelait que l'excellence prenait des formes multiples, que le leadership consistait à reconnaître le potentiel là où on ne l'attendait pas, et que les missions les plus importantes étaient souvent menées par ceux à qui l'on avait dit qu'ils n'étaient pas qualifiés. Un convoi de nouveaux arrivants franchit le portail principal. Des visages jeunes, nerveux, leur première affectation en zone de combat, ce mélange d'excitation et de peur qu'elle connaissait si bien. Avery les observa descendre des véhicules, y voyant la même matière brute qu'elle avait perçue chez son équipe. Tyler s'approcha, son fusil en bandoulière avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui avait fait ses preuves sous le feu. « Maham, l'équipe se rassemble pour l'entretien des armes et le débriefing. Vous nous rejoignez dans 1 minute ? » ?»« Oui, » répondit Avery, sans quitter les nouveaux arrivants des yeux. « Vous pensiez à quoi ?» demanda Tyler. Elle sourit. « À savoir, lequel de ces gamins pourrait devenir extraordinaire, si quelqu'un lui donne la chance de le prouver. » Tyler suivit son regard. La compréhension s'alluma sur son visage, et, sans un mot de plus, ils repartirent ensemble, prêts à transmettre ce qu'ils avaient appris et à forger la prochaine équipe improbable capable de l'impossible.